Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, c'est Marie-Émilie Vriendour, la psychologue qui travaille pour le Crous. Donc je vais laisser un petit peu de temps, comme d'habitude, pour que les gens se connectent. Voilà, j'espère qu'on aura moins de difficultés qu'hier. Hier, ça a été un live un peu compliqué, entre les difficultés techniques, le contexte, bref. J'espère que ça va aller pour ce soir. Voilà, on va attendre encore une fois que les gens se connectent. Ce soir, on va parler de la préparation de l'oral, c'est-à-dire les oraux que vous pouvez avoir effectivement en tant qu'étudiant à la fac, mais aussi peut-être, voilà, il y aura des petites astuces qui pourront vous servir aussi pour des entretiens d'embauche, pour je sais pas si vous faites des spectacles ou des choses comme ça va vous aider vraiment à pouvoir passer le cap, mais c'est vraiment plus ciblé sur les étudiants, mais s'il y a des astuces qui vous parlent et qui vous aident pour d'autres contextes, n'hésitez pas. Donc on va attendre que les gens se connectent un petit peu. Voilà, on va laisser ça. Pour l'instant, je vais faire comme d'habitude, je vais brancher mon autre portable pour Facebook pour pouvoir suivre vos commentaires et pouvoir vous répondre en direct. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions pendant que je présente le live. N'hésitez pas pour faire ça. Alors, ça y est, il y a une personne qui est connectée. Je ne sais pas qui tu es, mais bienvenue dans ce live. Je suis en train de mettre en place mon autre Facebook pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, j'ai coupé le son, tout va bien. Et tac, tac, tac. Ça y est, j'ai accès aux commentaires. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions, à me dire déjà si vous-même vous êtes dans une période où vous préparez un oral, parce que ça va toujours être beaucoup plus intéressant si vous apportez aussi vos questions à vous et vos réflexions à vous. Voilà, j'ai juste vérifié que le son est ok. Donc n'hésitez pas à me... Ok, au niveau du son, on est ok. L'image, a priori, c'est pas fou, mais ça a l'air d'aller. Donc voilà, donc je vais attendre que les gens se connectent petit à petit. Mais voilà, sachez que ce soir, on va parler de la préparation à l'oral. Voilà, comment se détendre, quoi faire avant, quoi faire pendant, quoi faire après. Voilà, je vais vous donner vraiment les astuces que je donne au quotidien quand je travaille avec des étudiants. Voilà, que ce soit des étudiants qui viennent me voir très en avance pour préparer leur oral ou que ce soit des étudiants qui viennent au dernier moment parce qu'ils sont en panique, ils ont un examen dans une semaine et voilà, un oral dans une semaine et ils sont en panique, ils savent pas comment gérer. Voilà, je leur donne aussi des astuces, des choses pour pouvoir se détendre et surtout donner le meilleur de vous-même le jour J. Donc voilà, toutes ces astuces vont être super intéressantes pour vous. Voilà, donc il est 20h03, on va laisser encore 2 petites minutes pour que les uns et les autres vous puissiez vous connecter. J'espère qu'il va y avoir un petit peu de monde, j'imagine que vous êtes quand même pas mal à être concernés par le sujet en ce moment. Il y en a peut-être qui ont déjà passé leurs oraux d'ailleurs, ou pour lesquels avec le confinement on a changé de statut et je sais pas, de modalités d'examen. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et dans tous les cas, tout ce que vous allez apprendre ce soir, ça sera toujours pris pour vos futurs oraux. Encore une fois, les entretiens d'embauche, les entretiens par rapport à des stages, des masters. Voilà, ça va vraiment vous aider dans plein de situations. On va attendre encore une petite minute. Je suis étonnée que les habitués soient pas encore là. N'hésitez pas, toujours dans les lives, prenez soin de vous, préparez-vous à boire, à manger. Voilà, ce dont vous avez besoin pour pouvoir être bien, être à l'aise pendant cette heure et demie qu'on va passer ensemble pour pouvoir être vraiment au top du top. Prenez aussi de quoi noter. Voilà, il y a toujours des choses qui peuvent être intéressantes à noter. Je vous invite vraiment à ne pas regarder ces vidéos de manière vraiment passive, c'est-à-dire juste comme vous regarderiez une série Netflix. Je suis en direct, donc n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à prendre des notes, à tester les astuces que je vous donne dans votre vraie vie pour pouvoir voir si elles vous parlent, si elles vous conviennent. Voilà, je vous invite vraiment à avoir une démarche plutôt proactive, plutôt que passive, par rapport à ça, parce que finalement, toutes les thématiques qu'on traite ici, c'est des thématiques pour lesquelles vous pouvez être totalement concerné, donc n'hésitez pas.
Ah, ben ça y est, il y a des gens qui arrivent. Bonsoir, Émilie. Ça fait plaisir de voir les habitués qui arrivent. J'espère que tu vas bien, Émilie. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. A priori, ben, il y a moi et toi, Émilie. Pour l'instant, on est deux ce soir. Mais bon, j'espère que ça va grandir un petit peu au fur et à mesure. Il me semble qu'il y avait Audrey qui disait qu'elle avait un oral bientôt. Est-ce que toi, tu as des oraux, Émilie? Est-ce que tu as bientôt un oral à passer ou est-ce que tu en as passé il n'y a pas longtemps pour qu'on puisse, je puisse savoir si je peux te solliciter pour voir un peu, que tu puisses nous parler de ton expérience si tu en as passé ou que tu puisses poser des questions si tu en passes bientôt. Bonsoir Elsa. Elsa, je ne sais pas si on se connaît ou pas, mais en tout cas, bienvenue dans ce live psycho. Ce soir, on va parler des oraux, en fait. Comme je disais en introduction, ça peut être les oraux par rapport à la fac, voilà, si vous avez des oraux à passer, mais ça peut aussi concerner les entretiens d'embauche, les entretiens de stage, les entretiens par rapport à des masters et des candidatures en master. Ça peut toujours servir. Ah, bah c'est toi alors du coup, Émilie, qui avait un oral samedi et la semaine prochaine. Ok. Bon, bah super, tu vas pouvoir en profiter. Elsa, si tu es là, c'est peut-être que tu as bientôt un oral aussi. Donc bah, voilà, j'espère que ça va vraiment vous aider. Et tous ceux qui regarderont les vidéos, que ce soit ce soir en live ou en replay, parce que les vidéos sont en replay aussi, bah, j'espère que vous allez pouvoir en tirer le maximum pour pouvoir être vraiment au meilleur de votre forme le jour J. Donc déjà, on va commencer, hein, parce qu'il est quand même 20h06. Donc voilà, on va laisser aux autres le temps d'arriver, mais on va commencer quand même un petit peu. Donc comme je vous disais, comme je le dis dans... Enfin, je l'ai dit dans plusieurs lives, je sais pas si je le dis à chaque fois, je ne suis pas sûre. Mais je suis psychologue sociale de la santé, et donc dans le champ de la psychologie sociale de la santé, il y a une des théories, en tout cas des champs théoriques qu'on aime bien, c'est la théorie des représentations sociales. Alors une représentation sociale, c'est quoi? C'est les idées communément acceptées par pas mal de gens, par un groupe de gens, qui permettent en fait de définir, de caractériser un événement. Par exemple, là, sur la notion des oraux ou des présentations orales, très souvent, si on demande aux gens quels sont les 5 premiers mots qui vous viennent quand on vous parle de présentation orale ou d'oral tel qu'on peut passer à la fac, et ben, les premières choses qui vont leur venir à l'idée, c'est le fait que c'est stressant, c'est obligatoire, c'est vraiment un mauvais moment à passer. Il y a la notion de jugement aussi qui revient très souvent en mode bah, ils sont là pour nous juger, pour nous évaluer, mais pour nous juger. Il y a un peu la notion aussi bah, de la peur de l'échec dont on a parlé hier. Donc ceux qui n'ont pas vu le live d'hier, même s'il était très chaotique, j'en conviens, mais en tout cas vous allez trouver quelques pistes pour pouvoir travailler votre peur de l'échec. Et puis il y a surtout, et ça c'est ce que je travaille le plus avec les étudiants, c'est la notion d'asymétrie. C'est-à-dire que quand on demande, enfin en tout cas quand moi je demande à des étudiants de me décrire une scène d'un oral, très souvent, il y a vraiment une sorte de mise sur un piédestal des profs. C'est-à-dire que les profs, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont la sagesse, c'est eux qui ont... voilà, ils sont grands, puis ils sont vieux, et puis ils ont plein de qualités que nous, on n'a pas, mais surtout, ils ont le pouvoir, presque de vie ou de mort sur vous. Et vous, tel que vous vous présentez, ben moi, je suis qu'un petit étudiant, tout petit, je sais pas grand-chose, je suis pas à l'aise, j'ai jamais fait ça. Et en fait, vous vous présentez d'entrée de jeu, et même avant de vous présenter, vous avez une représentation d'un oral qui est vraiment en mode asymétrique. C'est-à-dire que le prof, il est là, et vous, vous êtes une toute petite chose, toute petite, en bas, qui n'a pas vraiment de compétences, qui va se louper, qui risque de se faire bouffer aussi. Donc très souvent, quand je travaille avec des étudiants sur cette thématique-là, la première chose, c'est déjà de se rendre compte de cette représentation. Donc une représentation, c'est une croyance, hein. On est encore une fois dans le champ des croyances, mais en tout cas, on est dans le champ de la croyance que finalement, on est sur une scène, et quand je demande finalement cette scène-là, ça vous fait penser à quoi? Par exemple, dans le milieu animal, et bien très souvent, on retombe sur des scènes du type eh ben, je suis une gazelle face à un groupe de lions qui est prêt comme ça à me bouffer, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de danger immédiat. Et que fait le cerveau face à un danger? Eh ben, du coup, il enclenche la peur qui permet de développer vous avez retrouvé le même truc qu'hier en fait, trois réactions
possible. La feuille morte, donc on fige, on n'a plus de mots qui sortent, le cerveau est plus oxygéné, il n'y a rien qui se passe, il y a les coupes, les jambes coupées et tout ça. Deuxièmement, c'est exactement comme pour la peur de l'échec, on est exactement sur la même chose, mais associé à une situation. Deuxièmement, du coup, la fuite. Voilà, fuite, fuite urinaire, on a envie de faire pipi tout le temps, dérangement au niveau des intestins, et puis l'envie de vraiment de partir, et puis voilà, les choses un peu en mode panique avec une accélération du rythme cardiaque pour pouvoir justement décamper plus facilement, les jambes qui tremblent et les jambes qui bougent beaucoup. Je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui est... Enfin, là, vous pouvez pas voir. Imaginez que ma jambe, elle fasse tac, 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 un peu comme un lapin. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir une montée en puissance de toutes les hormones qu'il vous faut pour pouvoir détaler, fuir en cas vraiment où l'agresseur devient un peu plus engageant. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour fuir. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Puis la troisième stratégie, j'en ai déjà parlé hier, c'est bien évidemment l'attaque avec des étudiants qui parfois peuvent être même agressifs par rapport au jury, notamment sur la phase de questions-réponses, en leur disant voilà, mais aussi vous posez des questions pièges, franchement de toute façon je savais que ça se passerait comme ça, vous m'aimez pas, enfin bref, on peut avoir même des réactions hyper agressives envers le jury et qui sont juste le témoin finalement d'une peur en fait, de la peur panique qui est juste en train de s'emparer de l'étudiant. Donc on est bien d'accord que on va éviter ça, d'accord? De ce soir, le but c'est d'éviter ce scénario là, d'accord? D'éviter le scénario où il y a les trois en fait, que ce soit la fuite, la feuille morte ou l'agressivité. Dans tous les cas, c'est pas ce qu'on veut pour votre oral. On veut vraiment que pour votre oral, ça se passe le mieux possible, que vous soyez détendu, que vous soyez vraiment presque à prendre du plaisir finalement à faire cette expérience-là. Donc, vous voyez que dans les représentations sociales, donc dans les croyances que l'on peut avoir et qu'on a en fait depuis l'enfance presque, parce que si vous voyez finalement comment vous réagissez par rapport à un oral, finalement vous réagissiez peut-être presque pareil quand vous faisiez des exposés quand vous étiez petit en fait, ou des récitals quand vous étiez au conservatoire, ou des spectacles de danse si vous faisiez de la danse, ou quand vous rameniez un dessin comme ça à votre maman et que vous étiez un peu en mode « Est-ce que maman va aimer ce dessin ?» En fait, vous voyez que c'est des mécanismes qu'on a depuis très très petit en fait. Et on est encore, bien évidemment, sur une représentation, une idée que c'est une situation de jugement social où l'autre a le pouvoir finalement de dire si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Donc on retrouve exactement les mêmes mécanismes que pour la peur de l'échec, mais associés à cette situation-là plus particulièrement. Donc quand, bien évidemment, la personne, on arrive à voir que finalement elle est dans ce schéma-là, dans ce stéréotype de la petite gazelle toute frêle et toute innocente qui va se faire bouffer par la meute de lions. D'ailleurs, je crois qu'on ne dit pas une meute pour les lions. Je le dis toujours comme ça, mais ce ne sont pas des meutes, je crois que c'est des hordes. Je sais plus. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, comme ça, on alimente un peu le débat, puis j'évolue. Hein, j'upgrade le niveau de mes métaphores. Mais en tout cas, vous voyez qu'avec cette idée-là, on ne peut pas avancer. Donc, un des premiers travaux que je fais avec les étudiants quand je les vois en cabinet normalement, mais en téléconsultation, ça m'arrive aussi, c'est justement de se dire, ok, imaginez, c'est exactement comme ça, vous êtes une gazelle face à tous ces lions qui sont là et qui peuvent vous bouffer. Donc imaginez, donc on fait une sorte de petite induction hypnotique puisque je pratique l'hypnose, et je leur demande vraiment de se concentrer sur ce qu'ils ressentent au moment où ils sont dans cette situation-là. Et le principe, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça nous donne énormément d'informations sur quelles sont les stratégies que la personne risque de mettre en place dans sa situation d'oral. Par exemple, qu'est-ce que je ressens? Ça va être, j'ai peur, je suis stressée, j'ai mal au ventre, voilà. Ce qu'ils pensent, ça va être, ils vont me juger, je vais pas valider, toi pour toi Émilie, je vais pas valider, donc je vais finir à la rue. Vous savez, l'anticipation négative. Ou alors, ça va être ce que je veux penser, en fait à ce moment-là, je pense pas du tout.
Et dans ce cas-là, on est sur la feuille morte. Vous voyez que finalement, ça impacte aussi nos pensées. Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et bien là, clairement, on est sur la feuille morte. Ben, j'ai envie de m'en aller, j'ai envie de m'enfuir, j'ai envie de les bouffer. Ou alors, j'ai envie de rien, j'ai juste envie de pas bouger et d'attendre que ça passe. Et en fait, la manière dont la personne va réagir, va dire sa réaction, bien évidemment, on va retrouver exactement comment son programme peur est finalement encodé dans son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est très important par rapport à toi, Émilie, à toi, Elsa, ou aux personnes qui nous ont rejoints là ce soir. Si vous avez peur de l'oral, demandez-vous comment vous vous représentez cette scène, à quoi ça vous fait penser. Est-ce que vous imaginez que, effectivement, vous êtes une gazelle face à des lions, ou est-ce que vous imaginez que, je sais pas, vous êtes un prisonnier qui va à l'échafaud, ou est-ce que vous imaginez que vous êtes... je sais pas, il y a des étudiants des fois qui font ces rêves-là, du genre, ben, je me promène, je rêve que je suis dans une rue et je suis tout nu et tout le monde se moque de moi. Voilà. Vous voyez, ça peut être ça. Et chacun va avoir sa métaphore par rapport à son vécu, à comment il construit son univers psychique et son univers mental. Et donc, vous allez avoir des métaphores qui vont différer d'une personne à une autre. Peut-être que mon histoire de la gazelle et des lions, ça ne va pas du tout parler à certains, mais peut-être qu'ils auront une autre métaphore. Donc, cherchez vraiment quelle est la métaphore que vous avez par rapport à cette expérience-là de l'oral, et demandez-vous ensuite si cette expérience-là est finalement un frein ou un moteur pour que vous puissiez réussir votre oral. Parce que, en soi, s'imaginer que on est une gazelle face à des lions, c'est pas un problème, puisque en vérité, c'est pas le cas. Donc, c'est pas gênant. Mais le problème, c'est que en ayant cette pensée-là, eh ben, ça fait trop augmenter la pression, le stress, les évaluations du futur qui soient négatives, et du coup, ça nous aide pas. Et puis surtout, ça vous permet pas de vous présenter de la meilleure manière qui soit. Donc, on voit que cette métaphore-là de la gazelle et des lions, finalement, ben, elle vient plus vous empêcher de donner votre maximum que finalement vous aider à donner le maximum de votre potentiel. Donc, demandez-vous vraiment, voilà, c'est quoi votre métaphore? Vous pouvez même la mettre dans les commentaires si vous avez envie de la partager. Mais c'est quoi votre métaphore, vous, de l'oral? Quand vous pensez à l'oral, finalement, tel que vous l'imaginez, c'est comme quoi? C'est comme un tribunal, c'est comme... parce que ça ressemble un petit peu. C'est comme quand vous étiez chez vos parents et que vous aviez cassé un pot de confiture dans la cuisine. C'est comme une jolie récréation. C'est comme une grosse fiesta. Voilà. Dites-moi vraiment dans les commentaires à quoi ça vous fait penser. Et une bonne manière de savoir à quoi ça vous fait penser, c'est soit l'image elle va vous venir tout de suite, soit demandez-vous ce que vous ressentez, et ce que vous ressentez, dans quel cas vous avez déjà ressenti ça dans le passé. Encore une fois, le coup du pot de confiture cassé dans la cuisine avec les deux parents qui sont en train de vous spiller à cause de ça, ben, concrètement, c'est quand même pas anodin de faire ce rapprochement-là. D'accord? Donc ça va vous permettre de comprendre comment s'est construit votre représentation personnelle de cet oral-là, et ça va vous permettre déjà de voir d'où vient le problème, en gros. Ça va déjà être une bonne base, vous voyez? Donc, une fois que vous avez fait ça, moi je vous invite vraiment à penser que ça, la représentation sociale, c'est une représentation, c'est une croyance, ce n'est pas la réalité. Encore une fois, la réalité n'existe pas, blablabla. Bla bla bla. Je vous ai déjà assez sermonné avec ça en vous disant que finalement nous ne sommes que dans des réalités subjectives et donc il n'y a pas de réalité vraie en soi. Mais si on regarde les choses de manière plus factuelle et un peu moins émotionnelle, concrètement, un oral, normalement, je dis bien normalement, c'est juste finalement une session d'évaluation organisée dans le cadre de vos études pour venir valider l'état de vos connaissances. Enfin, techniquement, on est là. Si on va un peu plus loin, vous avez un prof qui est payé pour faire une évaluation, un élève dont le contrat pédagogique, quelque part, passe par le fait de réaliser cette évaluation. Donc en gros, on a deux personnes qui sont obligées d'être là et pour lesquelles finalement il peut ne pas y avoir de plaisir, mais il peut y avoir aussi du plaisir, mais en tout cas c'est un contrat finalement que les deux personnes ont
en lien avec la fac et l'université. Et le nombre de profs qui vont faire des examens, qui vont faire passer des jurys et tout ça, alors qu'ils n'en ont pas du tout envie, ils préféraient faire autre chose, ça les met super mal à l'aise, ça leur rappelle même des mauvais souvenirs pour certains. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a aussi pour lesquels c'est l'occasion de pouvoir valider leurs élèves et ils sont vraiment en joie de pouvoir les accompagner là-dedans. Notamment, c'est le cas quand on est sur des masters, par exemple, où il y a du rapport entre l'élève et le prof, qui a un rapport qui est un peu plus... Ils se connaissent un petit peu plus en général. Donc, très souvent, il y a aussi des profs, effectivement, qui ont énormément de joie en fait, à faire passer ces jurys et qui sont vraiment désolés pour l'étudiant quand l'étudiant perd totalement ses moyens parce que ça ne vient pas de la situation réelle, ça vient de la situation imaginaire. Et donc, c'est entre l'étudiant et l'étudiant. Ils sont juste en train d'observer l'étudiant qui est en prise avec lui-même et ses représentations sociales. Donc, c'est assez compliqué, c'est pas forcément très agréable dans ce cas-là pour un prof. Vous voyez? Donc, je vous invite vraiment à penser qu'au final, l'examen, l'oral, ça a pour vocation de pouvoir valider vos connaissances. Ça ne vient pas venir vous juger votre personne. De toute façon, les profs n'ont pas accès à la personne que vous êtes. Ils ont accès qu'à ce que vous leur montrez, en fait. Et c'est pas gênant, pour le coup. Donc, je vous invite vraiment déjà à pouvoir se dire, ok, déjà c'est quoi ma représentation, c'est quoi mon imaginaire, qu'est-ce que mon imaginaire totalement délirant imagine par rapport à l'oral, et de mettre ça en parallèle, en contraste, finalement, avec ce que c'est réellement. Ok, c'est l'occasion de valider mes connaissances, et d'obtenir mon diplôme, et de passer à l'étape d'après, en fait, de manière vraiment très froide, en fait. Ce que vous êtes probablement capable de faire pour les autres, d'ailleurs. Vous êtes probablement capable de dire à vos amis « Non, mais t'inquiète pas, c'est juste pour valider ton truc, c'est une formalité. En plus, finalement, ça dure que 2 heures. 2 heures dans une vie, c'est rien du tout. Voilà, c'est la même chose que quand tu écris sur une feuille, sauf que là, tu le dis. Voilà. Donc, concrètement, mettez vraiment en parallèle votre représentation et les faits, de manière vraiment très factuelle, de ce que c'est réellement. Déjà, ça va vous permettre déjà de recentrer un peu le débat. Alors, j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Donc, c'est Émilie qui nous dit « Pour l'instant, je suis sereine, donc je me dis, ça peut être comme une conversation. » Exactement. On en parlera tout à l'heure, mais c'est exactement la bonne manière de se dire les choses. Mais pour les oraux en cours, c'est comme si je devais défendre mes savoirs. Ok. Donc c'est comme si tu devais défendre tes savoirs. Les défendre contre qui, contre quoi, qui se fait attaquer. Enfin, tu vois, la notion de défense, on est vraiment sur quelque chose où c'est un peu comme si on attaquait quelque chose qui est à toi. Comme si on attaquait tes savoirs, comme si... Donc tu vois, quand tu parles de défense, je me dis on serait peut-être sur une métaphore qui serait en lien avec le Moyen-Âge ou en lien avec justement une bête féroce ou j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vois que la notion de défense nous amène dans déjà une petite partie de ton milieu imaginaire, de comment tu construis la réalité et ton rapport à la réalité. Là, t'as pas besoin de défendre quoi que ce soit, tu as juste besoin d'en montrer suffisamment pour valider, en fait, si on regarde encore une fois de manière très factuelle. Personne n'attaque ton savoir, a priori, avec un examen, avec une évaluation. Ok, donc ce que je me propose de faire dans cette soirée, on va dire dans ce live, ce que je vous propose de faire, c'est de voir les choses avec qu'est-ce qu'on peut faire longtemps avant, ou en tout cas avant l'examen, avant l'évaluation orale, qu'est-ce qu'on peut faire la veille, parce que la veille est très importante, à mon sens c'est très important, qu'est-ce qu'on peut faire le jour J, et qu'est-ce qu'on peut faire après, avec vraiment à chaque étape des petites astuces, des choses que vous pouvez tester, mettre en place et qui vont vous permettre d'être vraiment au meilleur de votre forme le jour de votre examen. Donc si ça vous va, on dit une troupe de lions. Merci pour... T'es sûr que c'est pas un troupeau? L'avantage c'est que les gazelles, je pense qu'elles sont en troupeau par contre. Donc finalement elles sont plus nombreuses aussi. Ok. Merci Émilie en tout cas pour cette précision. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui vérifie et d'avoir un vrai échange avec vous. Ça fait du bien et c'est très très plaisant. Donc merci encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter les autres, hein, même si vous dites voilà, j'ai rien à dire de vraiment intéressant, j'ai pas vraiment de questions à poser, mais n'hésitez pas même
Quand vous avez un truc qui vous passe par la tête, de le partager. C'est toujours de l'échange entre vous. Et puis même les questions anodines parfois sont finalement des questions qui peuvent vraiment avancer le débat en fait. Donc pas de souci là-dessus, posez vos questions. Voilà, on y répondra si c'est en lien avec le thème. Et vraiment, sentez-vous vraiment libre de le faire. Donc là, la question, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avant ? Donc toi, Émilie, si c'est samedi, il y a peut-être des choses que tu as déjà mises en place, il y a peut-être des choses que tu peux encore mettre en place, et il y a peut-être des choses, c'est un peu trop tard, tu vois. Donc la première chose à faire quand on prépare un examen, ce qu'on peut faire avant, premier truc, ça a l'air tout bête, mais je préfère le dire, aller en cours. Tu vois, à un moment donné, si tu vas pas en cours, si tu récupères pas les cours, c'est un peu plus compromis pour ton oral, tu vois. Donc, première chose à faire, aller en cours. Aller en cours, ça a plusieurs intérêts. Déjà, ça te fait bien voir par rapport au prof, c'est important aussi, surtout si c'est le même prof qu'à la fin. Mais surtout, ça va venir stimuler ta capacité de mémoire et de mémorisation d'une manière plus diversifiée, on va dire, que juste le fait de lire le cours ou de lire un bouquin. C'est-à-dire que quand vous êtes en cours, vous êtes face à une personne que vous entendez, que vous voyez, bon, des fois que vous sentez aussi, ça dépend des profs, mais en général, bon, on les sent pas trop, mais des fois, ça peut quand même venir. Et surtout, vous allez ressentir l'ambiance du cours, et surtout, est-ce que le prof vibre quand il vous parle de certaines notions. C'est pour ça que les profs dont on se souvient généralement longtemps après, c'est les profs qui vibraient quand ils parlaient. C'est-à-dire des profs qui étaient investis, des profs qui étaient cohérents, des profs qui croyaient vraiment dans ce qu'ils disaient, des profs qui étaient engagés. C'est eux dont on se souvient parce que ça stimule énormément la mémoire, et notamment la mémoire kinesthésique, donc la mémoire des sensations et la mémoire des émotions. Et donc, pour les personnes qui sont sensibles aux émotions et sensibles à certains types de sensations, le fait d'aller en cours, limite, ça va beaucoup plus les marquer que de lire les fiches de quelqu'un d'autre, par exemple. Donc déjà, première chose, aller en cours. C'est la base. Voilà. Sauf si vous êtes hyper visuel et que lire un bouquin vous suffit. Dans ce cas-là, vous n'avez peut-être pas besoin, mais vraiment, dans tous les cas, la chose qui vous stimulera le plus dans le contexte de la fac, je dis seulement dans le contexte de la fac, parce qu'en fait, ce qui vous stimulerait le plus, ça serait de faire vraiment les choses dont on vous parle, de les expérimenter vraiment. Mais vu que c'est peu souvent le cas à la fac, à part dans les TD, déjà de pouvoir entendre quelqu'un qui l'a vécu, qui l'a expérimenté dans son métier, et ben en fait, ça va venir activer vos neurones miroirs, et c'est un peu comme si vous l'aviez vécu, en fait. Donc, c'est toujours très intéressant. Deuxième étape, bien évidemment, travailler ses cours. Alors ça, encore une fois, on n'est pas tous pareils par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui marchent beaucoup au visuel et du coup qui vont avoir besoin de se faire des fiches avec des couleurs. Moi, je marche pas mal au mind map. Ça me permet d'organiser mes idées. Je fonctionne pas mal comme ça, et notamment pour les oraux, je fonctionne aussi comme ça, ou les présentations. La présentation que je vous fais ce soir, je fonctionne qu'avec de la mind map, par exemple. Et je vous dis que avec ça, mais pas forcément. Vous allez voir que dans une des stratégies, je vais vous parler d'une autre stratégie que j'utilise aussi pour préparer les lives du soir. Donc, aller en cours, apprendre ces cours donc de la manière qui vous convient. Ça peut être faire des fiches, ça peut être vous enregistrer ou réécouter le prof. Voilà, je sais qu'il y a des profs qui acceptent qu'on enregistre leurs cours. Si vous avez une mémoire auditive, ça peut toujours être intéressant, surtout si vous êtes allé en cours. Du coup, ça va réactiver encore plus votre schéma émotionnel parce que vous allez activer votre mémoire auditive et elle va venir activer la mémoire kinesthésique et la mémoire visuelle. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous pouvez aussi voir le prof, c'est-à-dire s'il vous a autorisé à le filmer, ou si vous êtes en télétravail, je sais pas comment on dit pour vous, en e-learning, et que vous pouvez revoir la vidéo, ça peut être intéressant aussi. Mais en tout cas, le but, ça va être vraiment de stimuler votre mémoire telle qu'elle fonctionne. Je ferai un live spécialement sur les stratégies d'apprentissage, mais voilà, là pour le coup, vous êtes un peu proche des examens pour repenser totalement vos stratégies d'apprentissage, on n'est plus là-dedans. Mais dites-vous que probablement vous avez des modalités d'apprentissage qui vous sont propres et qu'il est important en fait de pouvoir les respecter en fait.
et après les faire évoluer, hein. On peut développer ces stratégies d'apprentissage. Mais en tout cas, voilà, apprenez vos cours, donc ça c'est aller en cours, apprendre ses cours, jusque-là vous allez dire, ouais, la psy elle a rien inventé, c'est sûr pour l'instant. Et puis là, c'est la troisième technique que vous pouvez faire avant que je vous amène ce soir, et c'est celle-là que j'emploie par exemple quand je prépare mes lives, et donc des préparations orales de ce type-là, c'est-à-dire que quand je prépare mes fiches, quand je fais ma préparation pour l'oral, et ben en fait, je me parle. C'est-à-dire que je me dis, je ne fais pas que noter des notions, je me raconte à moi-même ce que j'ai envie de vous raconter à vous quand je vais vous le raconter. C'est-à-dire, je me raconte une histoire. Je me raconte une histoire en disant, bah voilà, je vais leur parler des représentations sociales. Donc voilà, je vais leur raconter que je suis psychosociale et du coup que... Et en fait, je me joue dans ma tête ou à l'oral la scène que j'ai envie après de jouer avec vous. Donc on est vraiment dans de la représentation et ça va en fait stimuler énormément, encore une fois, ma mémoire et surtout mon côté préparation. C'est-à-dire que après, quand je vais vous le dire, en fait, ça va dérouler beaucoup plus facilement parce que je l'aurai déjà vécu, en fait. Donc ça, c'est la chose que je vous invite à faire. Vous êtes en train de préparer des oraux, donc ça serait dommage de ne pas passer par le canal oral pour pouvoir travailler vos cours. Parlez-vous à vous-même, parlez-vous des notions. Si par exemple vous avez à raconter la guerre de 14-18 lors d'un oral, parce que vous êtes en oral d'histoire ou je ne sais pas trop quoi, eh ben, qu'est-ce que vous pouvez raconter? Qu'est-ce qui vous semble intéressant? Qu'est-ce qui vous fait vibrer là-dedans? Et en fait, vous allez voir tout de suite si, vous maîtrisez les notions, parce que parfois on les a de manière visuelle, mais de là à en parler, c'est quand même pas la même stratégie en fait. On serait parfois capable de les écrire, mais de là à en parler, c'est pas la même stratégie, ça marche pas exactement pareil en fait dans votre cerveau quand vous devez parler des choses ou quand vous devez les écrire. Ça marche, c'est pas exactement les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes enjeux psychiques. Donc ça vaut le coup de vous parler tout seul. Alors ça peut être effectivement blablater, vous raconter, voilà, qu'est-ce que je pourrais raconter sur ça, et vous racontez le truc et tout. Bon, ça fait toujours un peu bizarre de parler tout seul, mais pourquoi pas. Vous pouvez le faire dans votre tête aussi, hein. Moi clairement je le fais dans ma tête, j'ai pas besoin de le faire en vrai. Et puis parfois quand c'est des notions un peu plus poussées ou des présentations un peu plus construites, comme par exemple la présentation d'un mémoire, où moi je réalise en ce moment pas mal de webinaires, du coup concrètement je m'enregistre, donc je fais des essais, je m'enregistre alors de manière vocale, c'est-à-dire j'ai un dictaphone et je m'enregistre. Vous pouvez le faire avec votre téléphone portable, hein, ça marche très bien aussi. On a tous, si vous avez un smartphone, alors non. Le vieux Nokia 3310, je pense qu'il ne l'avait pas. Je ne sais même pas si vous savez de quoi je parle, mais c'est un vieux téléphone. Il ne l'avait peut-être pas, mais maintenant la plupart des smartphones ont quand même un dictaphone dessus. Donc n'hésitez pas à vous enregistrer en train justement de parler des notions que vous voulez absorber le plus. Donc ça, c'est vraiment quand ça reste entre vous et vous, et puis de vous réécouter pour entendre votre voix en train de parler de ces notions, pour vous dire, est-ce que c'est clair? Est-ce que finalement j'explique bien? Est-ce que je prononce bien? Est-ce que j'articule bien? Ça va vous donner énormément de données en fait que vous n'avez pas sur vous-même quand ça reste juste dans votre tête. Donc c'est toujours très intéressant de s'enregistrer au niveau auditif. Et puis, bien évidemment, avec la plupart des étudiants avec lesquels je travaille sur les jurys, on est aussi sur de la présentation visuelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire que parler, les gens vont vous voir. Donc vous ne passez pas à la radio, on va vous voir vraiment. Donc, vu que la plupart du temps, ça crée le frein justement de la peur du regard de l'autre et de la peur d'être vu, et en gros le truc de tête que j'ai quand je fais une présentation, et bien forcément j'encourage vraiment les étudiants à faire des présentations vidéo. Et donc là, il y a deux types de présentations vidéo que je leur demande de faire. Donc bien évidemment, je leur propose de faire des présentations vidéo sur le thème qu'ils sont en train d'étudier. Ça permet de voir si effectivement le propos est cohérent, si ils vibrent quand ils en parlent, si c'est compréhensible, s'ils articulent bien tout ça. Ça, ok. Mais vu que je veux qu'ils travaillent aussi leur rapport à leur image, très souvent, je leur fais faire des vidéos qui n'ont aucun rapport avec leurs études. Et c'est vraiment la consigne que je leur demande. Vous parlez de ce que vous voulez, mais il faut que ça n'ait aucun rapport avec vos études. Prenez quelque chose qui vous passionne, ou prenez même le bottin. Prenez n'importe quel livre de la bibliothèque de votre grand-mère.
peu importe, mettez-vous face caméra, donc face à votre smartphone. Encore une fois, vous avez tout le matos, hein, vous avez besoin de rien acheter. Prenez votre smartphone, vous avez la possibilité de vous enregistrer. N'hésitez pas à vous enregistrer. Et là, vous allez voir la tête que vous avez quand vous parlez. C'est comme ça que moi, je me suis rendu compte que je fais énormément de mimiques. Je parle avec les mains, je fais des trucs, des grimaces. Voilà, ça fait partie de moi. Et en fait, en faisant ce travail-là, vous allez vous rendre compte de ce qui se dégage de vous. Vous allez commencer à apprivoiser votre propre rapport à votre image. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on a peur de se montrer, c'est qu'on a peur que les autres voient ce qu'on a peur de voir nous-mêmes sur nous. Je ne sais pas si c'est bien clair. Vous avez peur que l'autre voit ce que vous imaginez que vous voyez sur vous, en fait. Alors que vous ne vous voyez pas et que l'autre, de toute façon, la plupart du temps s'en fiche. Et puis en plus, il ne vous voit pas de la même manière que vous percevez. Donc ça, c'est très très important et c'est vraiment un très joli outil, un très bel exercice à faire. Alors oui, ça bouge. Oui, la première fois, on a tendance à repousser le fait de s'enregistrer, le fait de se filmer. Et la première fois qu'on se regarde, on se trouve naze. On se trouve moche, on se trouve... on a l'impression que notre voix elle est bizarre parce qu'on ne s'entend jamais en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Vous enregistrez votre répondeur téléphonique et après vous l'écoutez et vous avez l'impression que c'est pas vous. Et bien c'est exactement ça. C'est qu'en fait on a une perception de nous-mêmes qui est forcément hyper biaisée parce qu'en fait pour se voir soi ou pour s'entendre soi, il faudrait ne pas être à l'intérieur de soi. Sauf que manque de peau, vous êtes à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que votre propre voix, vous l'entendez parce que ça passe par vos oreilles, mais elle passe aussi par voix osseuse. C'est-à-dire que concrètement, vous avez le son qui vient aussi de l'intérieur jusqu'à... qui font vibrer votre tympan et qui font vibrer aussi les structures qui sont à l'intérieur de votre corps, que l'autre ne percevra jamais d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a, j'en parlerai à la fin, mais c'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'on parle toujours assez fort, alors qu'en fait, probablement, les autres peuvent vous renvoyer que en fait, vous parlez beaucoup moins fort que ce que vous avez l'impression. Moi, pendant très longtemps, je suis une ancienne timide, mais maladive, on va dire, et à chaque fois, les gens disaient, mais Marie parle plus fort, et j'avais vraiment l'impression d'être au top de ma voix. Et j'ai travaillé ma voix, je me suis lancée justement dans des soirées auto-hypnose, je me suis lancée dans des ateliers, des conférences, et ça m'a obligée en fait à pousser ma voix et à me rendre compte qu'effectivement je parlais vraiment pas fort. Là, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais en tout cas, j'ai énormément travaillé dessus. Il y a quelques années, vous auriez rien entendu de ce que j'étais en train de dire, clairement. Donc, tout ça, ça se travaille. Vous êtes vraiment sur un champ qui va vraiment vous permettre d'évoluer énormément par rapport à vous-même. Et puis, ça va vous donner une grande connaissance et une grande conscience de vous-même. On a déjà parlé de la connaissance de soi. On est là-dessus. C'est-à-dire que vous allez être à la limite de votre zone de confort parce qu'il n'y a personne qui naît avec une capacité naturelle à parler en public. Parler en public, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, il y a des personnes pour lesquelles il y a plus de freins que d'autres, notamment en lien avec leurs croyances et la construction de leur système de croyances, mais concrètement, c'est pas quelque chose de naturel. Il y a peu de circonstances dans notre société où on le fait. C'est pas quelque chose que vous faites tous les matins. Si vous aviez un métier où vous le faisiez tous les matins, je sais pas, vous êtes... comment on appelait ça avant les personnes qui allaient dans les villages et qui donnaient toutes les informations. Voilà, si vous aviez ce métier-là, forcément, vous l'auriez fait tous les jours. Et du coup, vous auriez appris à poser votre voix, à parler fort, à vous économiser aussi au niveau de votre voix pour pouvoir le faire tous les jours. Mais là, un oral, c'est une situation un peu inédite, un peu bizarre, un peu étrange, que votre cerveau ne connaît pas et pour lequel il n'a pas de repère, et c'est normal. Alors j'ai vu qu'Émilie nous avait répondu, dans les oraux en cours, ça m'est arrivé de ne pas arriver à développer mes arguments, donc j'ai l'impression que ce que je dis est trop rapide. Oui, ça peut arriver effectivement parce qu'avec le stress, si peu que tu sois stressée Émilie, en situation d'examen, on a tendance à parler beaucoup plus vite, on a tendance à ne pas trop développer parce qu'on a peur de dépasser le temps. Et qu'on veut aller à l'essentiel et du coup on a tendance à passer en mode TGV et ça peut être même inaudible et incompréhensible pour les autres si vraiment tu vas trop vite. Et pour le coup moi j'étais là-dedans, c'est-à-dire que ma présentation du mémoire, c'était le mémoire lequel, c'était le master 1, je
crois que c'était le Master 1. J'avais une présentation que j'avais calculée qui me durait normalement 20 minutes en situation à la maison, tranquille et tout. Et je crois que j'ai dû la faire, j'ai dû la speeder en 5 à 10 minutes, grand max, lors de l'examen. Donc avec le stress, on est vraiment... C'est pour vous dire que je suis une grande stressée des oraux, enfin j'étais une grande stressée des oraux à l'époque. Maintenant, voilà, maintenant je parle tout le temps, donc mon métier c'est de parler. Donc même là, franchement, les lives, en plus au fur et à mesure que je fais des lives, c'est de plus en plus simple. Donc voilà, c'est vraiment une histoire d'habitude et c'est normal que vous ne soyez pas habitué à ce genre de situation. C'est une situation qui est encore une fois pas naturelle, qui n'est pas habituelle. Donc tout va bien, c'est normal. Donc oui, la notion de temps va être importante parce que avec le stress, on a tendance à un peu plus speeder. Donc voilà, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc bien avant l'examen, je vous invite vraiment à vous enregistrer, à vous filmer. Et puis il y a une stratégie que j'aime beaucoup et que j'utilise moi-même, c'est-à-dire que quand je veux maîtriser une notion, ce que je fais, c'est que je me mets dans la situation de l'apprendre à d'autres personnes. Et donc, pour apprendre ces choses-là à d'autres personnes, je suis obligée en fait de les maîtriser suffisamment pour pouvoir les transmettre. Sinon, ça passera pas. Et vu que moi, je suis quelqu'un qui, dans mes valeurs, aime transmettre des choses qui peuvent servir aux personnes en face, ben, ça m'oblige en fait à avoir un niveau 1 de connaissance sur le sujet. Donc c'est pour ça que je me renseigne énormément, que ce soit pour les lives ou pour les autres actions que je peux faire, surtout de la formation. Et puis, voilà, je me renseigne, mais aussi je pense toujours à qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, de quoi l'autre a besoin. Et donc, ça me permet d'être vraiment pertinente, de plus en plus pertinente sur les enseignements et de pas forcément avoir besoin de tout savoir. Le but, c'est pas que vous sachiez tout, c'est que vous en sachiez suffisamment pour pouvoir avoir un point de vue sur le sujet, pouvoir en débattre dans un oral et pouvoir amener du contenu et de la réflexion par rapport au sujet. Et pour ça, il faut maîtriser son sujet. Et pour maîtriser son sujet, l'apprendre à d'autres personnes, c'est vraiment une super stratégie. Vraiment, moi, j'ai ouvert un centre de formation, donc je fais de la formation toute l'année. Et ça me permet vraiment de beaucoup, beaucoup plus maîtriser les sujets qu'avant. Avant, j'en avais moins besoin, en fait, de maîtriser les sujets. Donc, c'est vraiment parler avec d'autres personnes. Ça va être intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir, entre étudiants, pouvoir échanger vos idées. Mais c'est pas là encore que vous allez le plus apprendre. C'est quand vous-même, vous allez vous dire, ok, alors moi, je prends en charge telle matière et je vais vous apprendre. Je vais travailler plus cette matière. Et c'est moi qui vais revoir avec vous les cours. Et des fois, nous, on faisait ça. Je sais que moi, par exemple, dans toutes mes études, j'avais 2 copines qui étaient en difficulté au niveau de la fac de psycho. Et du coup, je m'étais donné la mission, j'étais déjà dans l'aide et dans l'accompagnement à cette époque-là, je m'étais donné la mission en fait de les aider à vraiment bosser ces matières-là où elles étaient vraiment en galère. Je me souviens, c'était la bio, la neurobio et les statistiques, et donc les trucs, voilà, pourtant les statistiques, j'aimais pas forcément ça, mais justement, en me donnant la mission de pouvoir aider mon ami et mes 2 amis à pouvoir dépasser leur blocage et pouvoir comprendre le cours, et bien du coup ça me permettait de donner du sens au fait de moi-même le comprendre, alors que si j'avais pas eu ça, ben, j'aurais juste essayé de biaiser le truc, d'essayer de pas aller trop me confronter à cette difficulté. Donc encore une fois, si vous vous donnez comme notion de pouvoir donner un cours à quelqu'un sur la notion, ça va vraiment vous permettre d'upgrader votre niveau. Et vous pouvez faire ça vraiment en groupe d'étudiants et que chacun prenne une matière et vous allez vraiment le transmettre et en apprendre énormément. Ça va être vraiment un bon moyen de vous booster. Donc là, vraiment, ce sont des choses que vous pouvez faire avant. Et puis, bien avant, effectivement, l'oral, vous pouvez donc vous entraîner. Je regarde si j'ai pas oublié des choses. Donc, vous entraîner. Et puis surtout, vous allez commencer bien avant à prendre soin de vous. De manière à ne pas être épuisé quand vous arriverez à la fin de la course, c'est-à-dire à l'oral. Parce qu'il y a énormément d'étudiants qui s'épuisent à réviser, qui s'épuisent. Ils ne prennent pas du tout soin d'eux, ils ne dorment plus, ils ne mangent pas, ou ils mangent mal, ils ne font pas de sport, ils ne voient plus personne. Et du coup, ils arrivent lessivés à l'oral, ils sont en mode hyper stress, ils n'ont plus de ressources. Et du coup, ils ont du mal à être dans une bonne énergie et dans
dans une bonne capacité de transmission de leur savoir, parce qu'en fait, leur cerveau même ne va pas pouvoir bien fonctionner, parce qu'en fait, ils manquent de sommeil, ils sont shootés à plein de substances pour rester éveillés ou pour se détendre, ou je sais pas trop quoi. Et du coup, en fait, ils vont pas être à leur plein potentiel. Donc encore une fois, moi, vous le savez, je donne une grande importance au corps par rapport à la gestion du stress, parce que le stress, c'est dans le corps. Donc c'est pas qu'un truc psychologique, c'est un truc corporel aussi. Donc ça vaut le coup, bien avant, de se dire, ok, si je veux réussir mon oral à la fin de l'année, il va falloir quand même que je prenne soin aussi de mon corps. Si je veux réussir mon année, mon corps est mon meilleur allié. Si je prends pas soin de lui, bah, du coup, je me tire un peu une balle dans le pied pour mon année, en fait. Donc, prenez vraiment ça en conscience, que vous avez aussi besoin de votre corps. Il va être très très sollicité lors de l'oral. Le stress sollicite énormément le corps, donc vous allez avoir besoin de prendre soin de vous. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire vraiment avant. Donc pour ceux qui ont des examens bientôt, donc je pense à toi, Émilie, je ne t'oublie pas. Ce que vous pouvez faire là maintenant, la veille. Vous voyez, il y a tout ce que vous pouvez faire avant. Donc apprendre, réviser à votre manière, parler tout seul, vous enregistrer, vous filmer, parler avec d'autres, donner des cours, et puis vous entraîner et prendre soin de vous, c'est ce que vous pouvez faire avant. La veille de votre oral, il y a des choses qui me semblent hyper importantes à mettre en place, à savoir, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais boire beaucoup d'eau la veille de l'oral, ça va hydrater votre corps, ça va lui faire du bien, ça va hydrater aussi votre cerveau, parce que mine de rien, nous sommes composés à 90% d'eau, il me semble 90-95, je sais jamais, et moi j'ai un problème avec les chiffres, donc du coup, c'est pour ça que j'ai donné des cours de statistiques, c'était pour être un peu plus à l'aise avec les chiffres, mais passer en dehors des statistiques, je ne suis toujours pas à l'aise avec les chiffres, mais en tout cas, on est composé pour une très très grande majorité d'eau, et donc en fait, le fait de boire va vous aider à avoir un corps en meilleure santé, un cerveau mieux hydraté et du coup qui va mieux fonctionner le jour de votre oral. Et encore une fois, vous allez avoir besoin de votre corps et de votre cerveau. Donc la veille, buvez bien des tisanes, de l'eau, voilà. Pas trop de café, vraiment tranquille, vous allez hydrater votre corps, vous allez régénérer quelques cellules. Bien sûr, si vous le faites la semaine avant, c'est bien aussi, hein, ça fait toujours du bien de toute façon de boire. Donc voilà, buvez de l'eau la veille, très bien. Vous allez aussi réviser la veille, bien évidemment, mais pas trop. Moi, je déconseille vraiment le bachotage de dernière journée, tout simplement parce que le but, c'est justement de minimiser le stress dans le corps pour que vous puissiez bien dormir et être en forme le lendemain. Donc si vous êtes en mode bachotage et que vous vous montez la pression, vous allez arriver forcément à l'examen avec peut-être un peu plus de notions en mémoire à court terme, ou plutôt moyen terme on va dire, mais vous allez arriver peut-être un peu plus stressé, un peu plus épuisé, un peu, voilà, pas dans la bonne dynamique. Donc la veille, vous pouvez réviser, mais pas trop. Lisez un petit peu, voilà, c'est pas la veille que vous allez tout rattraper. Sauf si vraiment vous avez rien fait, dans ce cas-là, bah, stratégie de la dernière chance, misez tout dessus et pourquoi pas, je veux dire à la rigueur. Mais si vous avez déjà travaillé depuis plusieurs semaines, surtout pour ceux qui ont fait le confinement, là, bah, du coup, il y en a beaucoup quand même qui ont un peu travaillé pendant toute cette période. Voilà, si vous êtes allé en cours, si, voilà. Concrètement, les notions, elles doivent être là. C'est pas le fait de réviser la veille qui va changer quoi que ce soit. Donc, prenez vraiment le temps de réviser, mais à la rigueur, des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, mais juste, voilà, de pouvoir être dans une option un peu dynamique et positive des choses. Voilà, révisez pas trop. 1 heure, 2 heures maxi. À la rigueur, vous pouvez réviser un petit peu, voilà, par petites touches, mais pas du bachotage, pas de l'apprentissage de ouf. Voilà, si vous pouvez éviter ça, c'est mieux. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Hein. Chacun fait comme il peut, hein, pour le coup, mais c'est un petit conseil que je vous donne. Et je vais vous donner un deuxième conseil qui va venir en fait dans plusieurs des points que je vais aborder par la suite. Mais je vous invite à réviser, surtout la veille, avec le sourire. Alors pourquoi ça fait un peu bizarre, bien sûr, quand on révise, on n'a pas tendance à réviser avec le sourire, mais le but c'est de réviser avec le sourire, déjà parce que sourire, j'en avais déjà parlé, mais sourire, ça permet à un moment donné de libérer
les bonnes hormones dans votre corps, parce que quand on sourit, mine de rien, ben, votre cerveau se dit « Ah ben elle sourit, donc ça veut dire qu'elle est dans un environnement qui est plutôt sécurisant, un environnement plutôt plaisant, et même si c'est un chinte, parce que normalement c'est votre cerveau qui devrait vous dire de sourire, et c'est quand même votre cerveau qui vous dit de sourire, mais ça passe par un autre chemin décisionnel, même si vous décidez de sourire, et bien mine de rien, à force que vous souriez, ben, à force vous allez voir que ça va générer effectivement des émotions, des sensations agréables. Et du coup, vous allez changer votre cocktail hormonal, donc vous faire du bien, être plus détendu. Et puis, vous allez aussi changer votre rapport à ces notions que vous devrez ressortir le lendemain. Parce que si vous avez toujours appris dans le stress, et bien probablement quand vous allez ressortir ces notions ou les chercher, et bien il va falloir amener le stress avec parce que c'est collé. Le stress et les notions sont associés. C'est ce qui fait que, ben voilà, peut-être que moi, concrètement, si je réagis comme ça avec les chiffres, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, je me souviens de ma prof de maths en quatrième qui était vraiment... il y avait un problème pédagogique, clairement, et concrètement, j'ai appris que c'était stressant, en fait, les maths. Et du coup, à un moment donné, maintenant, dès que j'ai un chiffre, et ben, du coup, ça me renvoie aux maths et ça me renvoie à cette prof de maths qui était... Bon, c'est pas gênant parce que de toute façon... j'ai suffisamment travaillé dessus pour pas que ça me handicape au quotidien. Et puis dans tous les cas, enfin, on n'a pas besoin d'être parfait, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous voyez que ça marche comme ça fonctionne comme ça. Et donc, le fait de sourire avec vos notions, avec ce que vous voulez ressortir le lendemain pour votre oral, et ben ça va vous permettre d'avoir une bonne énergie associée à ces notions-là. Si par exemple, encore une fois, vous êtes en fac d'histoire et que vous devez faire la guerre de 14-18, et ben le fait d'associer à certains mots un sourire un peu particulier, une sorte de joie, alors c'est pas le truc le plus joyeux, la guerre de 14-18, j'aurais pu utiliser un autre exemple, mais dans tous les cas, on peut sourire sur n'importe quelle notion, parce qu'on peut être en joie d'apprendre, en joie de savoir cette notion-là, en fait. C'est pas en lien direct avec la notion. C'est vraiment le fait de se dire, c'est une connaissance. Waouh, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, et voilà, j'ai vraiment de la chance d'être là à apprendre ces choses-là et de pouvoir être à cette place-là. Donc le principe, c'est vraiment de sourire. Et il y a un proverbe que j'aime beaucoup, alors je ne sais plus qui l'a dit, hein, mais en tout cas, il y a un proverbe que j'aime bien, c'est « souris d'abord, la raison viendra ensuite ». Et c'est exactement ce qui se passe dans votre corps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez commencer à sourire. Au début, ça va vous sembler un peu bizarre, et puis à un moment donné, vous allez voir que vous vous détendez, et que le fait de se détendre, et ben, votre cerveau va chercher pourquoi vous souriez, et il va trouver plein de liens. C'est-à-dire, il va se dire « Ah oui, elle sourit parce qu'aujourd'hui, il a plu ». Mais du coup, ça fait peut-être du bien aux plantes, elle est un peu écolo, elle aime bien. Elle sourit parce qu'elle est contente d'arriver à la fin de la période de révision et que c'est bientôt le moment où elle va pouvoir enfin partir en vacances, elle sourit, voilà. Votre cerveau, il cherche de la logique partout. Donc en fait, si vous souriez à un moment donné, et qu'il n'y a pas de menace extrême à proximité, hein, je ne parle pas de ce genre de sourire-là, ou un sourire nerveux ni rien, mais un sourire décidé, mais pas forcément qui vient de la situation, et bien à un moment donné, votre cerveau va générer le cocktail hormonal, encore une fois, qui va bien avec, et vous allez être plus détendu, et ça va être beaucoup plus agréable, et plus facile aussi de pouvoir travailler. Donc vraiment, révisez un petit peu, donc la veille, mais en souriant, et puis voilà, de vous détendre, de pouvoir prendre soin de vous, voir des amis, encore une fois, pas trop, pour pas que ça vous fasse de la culpabilité ou des choses comme ça si vous fonctionnez à la culpabilité, mais juste de voir un petit peu des amis, de prendre du bon temps, de savoir que dans tous les cas, vous avez suffisamment travaillé et que c'est pas aujourd'hui que ça va se jouer, donc concrètement d'être juste en mode, bon ben au moins je me fais du bien pour être vraiment en forme le jour de l'examen. Prendre soin de soi, c'est aussi, on en avait parlé dans le premier live, le tout premier live qui était sur le bien-être, c'est aussi parfois, ça passe aussi par le fait de, je sais pas, se laver les cheveux. Je sais pas, moi je sais que quand j'ai une grosse échéance le lendemain, je me fais un bon shampoing la veille et ça me fait un bien fou. Déjà ça me détend et puis du coup j'ai un peu plus confiance en moi. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin de se faire des masques de beauté, il y en a d'autres qui ont besoin de se faire une grosse séance de sport, il y en a d'autres qui ont besoin de se manger un truc particulier, ou voilà, prenez soin de vous, quelle que soit la manière dont vous prenez soin de vous la veille,
Et associez-y vraiment le fait de vous féliciter d'être arrivé jusque-là. Vous êtes arrivé jusqu'à la veille de l'examen, vous avez fait le plus dur en fait. Il y a vraiment cette notion-là de valider que vous avez fait le plus dur. Après, le lendemain, c'est la validation, ok, mais ça n'est dur que parce que vous vous racontez que c'est dur. Le plus dur, c'était d'aller en cours chaque jour, d'écrire, de prendre des notes même quand on ne comprenait pas forcément, de lire des choses pour comprendre les notions, de gérer peut-être un boulot et plein de choses à côté, des difficultés familiales et des machins et des trucs. Ça, oui, ça a été dur. L'examen, c'est rien à côté. Et peut-être que même des années après, vous ne vous souviendrez même pas que vous aviez passé cet examen. Donc c'est rien en fait. Le plus dur, vous l'avez fait. Si vous arrivez à la veille de l'examen et que vous avez travaillé, vous avez fait le plus dur. Le lendemain, c'est juste une formalité. Donc, voilà, donc révisez, prenez soin de vous. Donc là, j'ai parlé un petit peu, j'ai un petit peu anticipé, mais ayez l'esprit positif. Donc vous l'aurez bien compris, hein, la veille, c'est la journée où en fait on se fait plaisir, on se récompense en fait. On se récompense pour tout le travail qui a été fait jusque-là. On se récompense pour avoir dépassé des difficultés, pour pas avoir lâché, voilà. Et encore une fois, le lendemain, peut-être que vous aurez encore des raisons de vous récompenser quand vous aurez le résultat, mais le lendemain, c'est juste une formalité parce que le plus gros est déjà fait. Donc, quand je dis d'avoir l'esprit positif, c'est bien évidemment ça. Donc, de penser que vous avez énormément fait de chemin pour avancer et être là. Mais c'est aussi parfois de se dire, alors ça dépend, je vais dire pas mal de choses là, et prenez ce qui vous parle et prenez pas ce qui vous parle pas, c'est pas grave, mais pour certaines personnes, il peut y avoir une notion de manque de légitimité, c'est-à-dire oui, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis assez intelligent? Je vais couper court tout de suite à ça. Vous êtes suffisamment intelligent et suffisamment légitime pour qu'on vous ait donné le droit, l'opportunité de passer cet examen. C'est tout. Le fait de le réussir, quelque part, encore une fois, ça ne dépend pas que de vous. Ça dépend parfois des autres participants, si c'est une histoire de concours. Ça dépend de comment les profs sont lunés parfois. Ça dépend de l'alignement des planètes. Ça dépend de plein de choses, mais pas forcément que de vous. D'accord? Mais en tout cas, dites-vous que si vous en êtes là, à vous prendre la tête par rapport à un examen, c'est que vous avez déjà passé toutes les étapes pour en être là. Et vous êtes suffisamment légitime pour avoir gagné le droit de passer votre examen et de pouvoir juste montrer ce dont vous êtes capable. Et vraiment, rien que pour ça, vous voyez que déjà c'est une façon de le voir qui est vraiment différente. On est vraiment sur de la pensée positive parce que on n'est pas en train de se demander est-ce que je suis légitime, nanana, ce qui ne dépend pas de vous. En fait, c'est pas vous qui allez vous dire si vous êtes légitime ou pas. C'est le système scolaire qui a jugé que vous étiez légitime. Alors peut-être qu'ils sont nuls et qu'ils se sont trompés. Mais dans ce cas-là, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. C'est pas un manque de compétences de votre côté, c'est un manque de compétences du leur. D'accord? Donc dans tous les cas, même si on pouvait juger qu'ils se sont trompés et que vous ne devriez pas être là en train de passer votre examen parce que vous n'êtes pas suffisamment forte, nanana, je sais pas ce que vous vous racontez. À la rigueur, dites-vous, ah mais en fait, malgré le fait que vraiment je suis nulle, ben n'empêche que je suis là, donc je vais en profiter de cette chance-là pour pouvoir vraiment en profiter à fond et jouer ma chance une nouvelle fois pour pouvoir avancer. Voilà. Et encore une fois, les études, c'est une formalité, ça fera pas de vous un meilleur être humain, ça fera pas de vous un meilleur professionnel plus tard, ça vient juste valider des connaissances. Quelques compétences aussi, mais des connaissances surtout. Surtout quand on est à la fac, on est surtout sur des connaissances théoriques. Il y a énormément de mes collègues de fac qui sont sortis avec, à la rigueur, des meilleures notes que moi, mais qui pour autant ne sont pas forcément des meilleurs psychologues aujourd'hui que moi. C'est pas relié, en fait. Ou qui sont pas plus heureux aujourd'hui que moi. Voilà, c'est pas forcément relié, concrètement. Donc, dites-vous juste que si vous êtes là, c'est que vous êtes à votre place. Ni plus, ni moins. C'est que c'est votre place. Personne n'est à la place de quelqu'un d'autre. Vous êtes à votre place. Parce que c'est une place que quelqu'un a décidé que vous étiez légitime là, que vous avez passé toutes les étapes pour en arriver là. Donc oui, vous êtes légitime à la place où vous êtes, quelle qu'elle soit. Toujours. Toujours, toujours. Ok. Donc dites-vous, voilà, dès que vous êtes en mode, est-ce que je suis assez intelligent? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que nanana?
c'est pas votre problème. Ça, à la rigueur, s'il y a une défaillance, c'est le système. Donc, profitez-en. Vous êtes exactement là où vous devez être, ni plus ni moins. Réagissez dans les commentaires. Si vraiment il y en a qui sont pas d'accord avec moi, c'est ok. Je sais que je suis un peu extrême sur certains propos. Bon, des propos positifs, j'espère. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous génère des émotions. Voilà. C'est vrai qu'en accompagnement en one-to-one, je suis vraiment à traquer les réactions. Mais là, du coup, par les commentaires, c'est un peu plus compliqué. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Donc, se mettre dans l'esprit positif, c'est aussi se poser un certain nombre de questions. C'est effectivement de se dire, ok, quelles sont les étapes que j'ai déjà passées pour en arriver là? Donc là, je viens de le dire. Et puis, c'est aussi de se dire, quelles sont les raisons pour lesquelles je peux me réjouir et pour lesquelles je vais pouvoir me réjouir demain d'être dans cette situation d'examen-là. Plutôt que de se dire, ah là là, toutes les raisons que j'ai de pouvoir stresser, on va chercher l'inverse, on va chercher quelles sont les bonnes raisons de se réjouir. Effectivement, il y a le fait d'avoir passé toutes ces étapes. Il y a le fait de pouvoir enfin montrer de quoi vous êtes capable dans une autre modalité que celle des examens habituels. Il y a peut-être le fait aussi de pouvoir vivre une expérience différente. Rien que le fait de vivre une expérience. Nous sommes des êtres humains qui avons besoin de vivre des expériences, de vivre des émotions pour pouvoir nous sentir vivants la plupart du temps. Donc dites-vous que demain, si vous êtes la veille de l'examen, demain, vous allez vivre une expérience. Qu'elle soit réussie ou non, dans tous les cas, vous allez en apprendre quelque chose. Je rappelle la phrase de Nelson Mandela, dans la vie, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Et bien, c'est exactement ça. Et même si vous échouez totalement votre examen, ou que vous vous racontez ça, qu'est-ce que vous allez en apprendre? Comment cette expérience va pouvoir impacter positivement votre vie en vous faisant travailler peut-être différemment, peut-être préparer différemment, peut-être juste faire des choses différemment, ou voilà, peu importe. Il y a énormément de gens, encore une fois, qui ont raté des examens. Tout le monde, on a tous raté des examens à un moment donné, ou raté une opportunité, ou raté le bus, ou raté un gâteau, ou peu importe. On a tous raté une quantité astronomique de choses dans notre vie. Pour autant, on est toujours là. Si vous êtes en train de regarder ce live, c'est que vous êtes toujours là. Il n'y a rien qui vous a tué, en fait. Vous êtes là, vous avez survécu à tout ça. Donc déjà, félicitations pour avoir survécu à tout ça et être là à me regarder. Vraiment, chapeau, vraiment. Mais en tout cas, voilà. Demandez-vous quelles sont les bonnes raisons que j'ai de me réjouir aujourd'hui et quelles sont les bonnes raisons de me réjouir de vivre la situation de l'oral demain. Voilà, ça va être une occasion de rencontrer l'épreuve dans un cadre différent, de pouvoir vous challenger, de pouvoir apprendre des nouvelles choses, des nouvelles notions, parce que ça sera un nouveau sujet que vous ne connaissez pas et du coup ça va vous stimuler mentalement. Peu importe en fait, peu importe ce que vous vous racontez, mais demandez-vous, en fait, rien que le fait de vous demander quelles sont les bonnes raisons que j'ai de me réjouir demain, pour le coup, on est déjà en train de renverser la vapeur de votre cerveau qui va obligatoirement, vu que vous vous posez une question, dès qu'on pose une question au cerveau, il est obligé de chercher pour y répondre. Vous voyez, il y a très peu de questions qui n'engagent pas la machine à penser. Et donc, il suffit de poser la question positivement pour que finalement, le cerveau essaie de répondre à cette question. Par contre, si vous vous demandez pourquoi je vais passer une mauvaise journée demain, votre cerveau, pareil, il va aller chercher des raisons. D'ailleurs, si vous vous le demandez là, demandez-vous ce que vous n'aimez pas chez vous. Mais il va vous trouver des réponses. Il y a des trucs qui vont venir tout de suite. D'ailleurs, il y a probablement des choses qui vous sont venues quand j'ai commencé même à poser la question. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous aimez chez vous? Quelles sont les qualités que vous aimez le plus? Quelles sont les raisons que vous avez de vous réjouir dans votre vie? Quel est le truc pour lequel vous pouvez dire merci? Être dans la gratitude. J'en ai déjà parlé de la posture de gratitude, mais c'est vraiment quelque chose qui renverse de manière très très importante le cerveau et son fonctionnement. Donc c'est hyper intéressant en fait d'être dans une posture de gratitude et vraiment d'arriver en disant merci la vie de me donner l'opportunité de vivre cette expérience. Merci aux professeurs d'être là et de partager cette expérience avec moi. Merci aux étudiants qui m'ont laissé leur présenter des examens ou des cours, ou qui ont échangé avec moi, ou qui ont supporté mes sautes d'humeur, ou qui... Merci à mes parents. Un peu comme on ferait au César, vous voyez. Je remercie ma mère pour ceci, pour cela. Et bien même si ça fait un peu
alors on va dire cuculapraline éventuellement, ben n'empêche que d'être dans une posture de gratitude, c'est tellement bon à vivre que forcément vous allez être dans une autre dynamique émotionnelle et dans un autre cocktail hormonal qui va être super intéressant pour vous. Ok, je continue. Donc, ce que vous pouvez faire aussi la veille, et ça c'est très important, c'est le dernier truc que je vais dire par rapport à la veille, c'est préparer vos affaires. Pourquoi préparer ses affaires la veille? Tout simplement pour être sûr d'avoir tout ce qu'il nous faut le lendemain, parce que des fois le lendemain, on peut se réveiller un peu tard, on peut, peu importe, mais le but ça va être vraiment de préparer vos affaires la veille pour que votre cerveau se conditionne déjà à être prêt en fait. Il faut que vous vous couchiez le soir en vous disant ok, tout est prêt, avec la notion, avec la sensation d'être prête en fait. Alors que si vous vous couchez avec ce truc de quand je me lève, il va falloir que je fasse ça, votre cerveau il se couche avec cette notion de il y a plein de trucs à penser. Et donc forcément vous allez dormir avec votre cerveau qui réfléchit à tout ce qu'il y a en cours et tout ce qu'il y a à penser. Alors que si vous vous couchez en mode en fait c'est bon, tout est prêt, et bien du coup votre cerveau il se considère prêt et il est dans une autre dynamique, il va vous laisser dormir tranquille. En tout cas il y a plus de chances qu'il vous laisse dormir tranquille. Et puis le lendemain, au moins quand vous vous réveillerez, vous allez chercher ce qu'il y a à faire et en fait tout sera fait. Peut-être même que vous pouvez même vous préparer, vous pré-préparer votre petit-déj, un petit-déj un peu sympa, un petit-déj vraiment pas de compétition, hein, mais un petit-déj réconfortant, un petit-déj qui fait plaisir, un petit-déj de félicitations. Un peu comme si c'était votre anniversaire en fait, vous voyez. Avec, je sais pas, vous préparez déjà votre tasse, avec votre bol, vous faites une petite configuration sympa qui vous ferait plaisir. Vraiment, on est là-dedans. Donc, bien évidemment, ce que vous pouvez préparer, donc votre petit-déj, voilà, déjà mettre tout ce qu'il vous faut à disposition. Il n'y a rien de plus stressant que de se lever le matin d'un examen et de se rendre compte que il n'y a plus rien pour le petit-déj, qu'il n'y a plus de lait dans le frigo, que... Enfin, oui, il y a ce genre de truc qui peut vite vous monter la pression pour rien, alors que vous n'en avez pas besoin. Donc, encore une fois, vous pouvez préparer votre petit-déj, vous pouvez préparer aussi votre tenue. Alors, pourquoi je parle de la tenue? Là, je parle de la préparer la veille, mais vous pouvez même y penser avant. Mais le but, en tout cas, les bonnes caractéristiques d'une tenue pour un oral, c'est une tenue dans laquelle vous êtes confortable, c'est-à-dire dans laquelle vous respirez bien. Si vous pensez à une tenue super serrée, qui vous comprime et tout, vous ne serez pas à l'aise. Votre cerveau, il a besoin d'oxygène pendant cette expérience-là. Prenez des vêtements qui soient des vêtements dans lesquels vous pouvez respirer, des vêtements qui soient aérés, des vêtements qui ne fassent pas des auréoles. Vous voyez, un certain nombre de caractéristiques qui sont reliées à comment votre corps va vivre les choses et de quoi il a besoin pour que vous soyez en confiance par rapport à vos vêtements. Donc vraiment des notions de vêtements confortables, des vêtements aussi qui peuvent être dynamiques. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément prendre le vieux jogging et tout, même si c'est hyper confortable. Voilà, c'est pas pour autant qu'on va aller à l'examen avec un vieux jogging ou avec son pyjama, d'accord? Même si c'est hyper confortable, c'est pas l'idée non plus. En tout cas, il faut que ça soit confortable, faut que ça soit... en fait, il faut que ça ait les caractéristiques que vous voulez que les autres voient de vous. Alors, des petites astuces pour avoir justement un look un peu dynamique, si c'est du dynamisme que vous voulez montrer et que vous voulez ressentir, c'est par exemple d'avoir les manches un peu relevées. Vous voyez, en mode 3/4. Le fait de montrer les avant-bras, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ça montre une certaine forme de dynamisme. Je travaille avec une conseillère en images pour quelques projets en parallèle. Elle me le dit souvent, elle me dit « Marie, relève un peu tes manches quand tu vas faire ta présentation ». Et on est vraiment là-dessus, en fait. Et puis même, le fait de relever vos manches, il y a vraiment la notion, même vous allez sentir que vous êtes plus dynamique. Déjà, vous n'allez pas tirer sur votre pull parce que finalement il remonte un peu, parce qu'il est passé 15 000 fois à la machine. Voilà. Donc prenez vraiment l'habitude de remonter un petit peu vos manches, de prendre des tenues qui vous mettent en valeur, quelque part. Alors ça, il faudrait vraiment que vous alliez faire un petit briefing avec... mais je pense que je vais demander si on peut faire intervenir mon ami qui fait du conseil en images. Je verrai si on peut vous programmer ça. Mais en tout cas, voilà. Mettez une tenue dans laquelle vous êtes bien, où vous vous sentez dynamique, où vous vous sentez intelligent, où vous vous sentez... voilà, ce que vous avez envie de ressentir et ce que vous voulez que les autres
ressentent par rapport à votre présentation. Ça dépend énormément du lieu dans lequel vous faites votre présentation. C'est pas pareil de faire une présentation à la fac de médecine ou une présentation dans une école de commerce et de marketing ou à Sciences Po où on a des styles d'enseignement et des styles de culture d'enseignement différents. Donc on peut avoir des différences entre, encore une fois, Sciences Po et fac de lettres et arts. Vous voyez, on est vraiment sur des mentalités différentes et du coup, il faut coller aussi un petit peu à la culture dans laquelle vous allez faire votre entretien sans pour autant disparaître totalement dedans. On a besoin de vous voir, vous. Par exemple, moi, j'ai un style plutôt classique, on va dire. Mais en même temps, je suis quelqu'un de plutôt dynamique, de plutôt... ouais, moi, je me trouve un peu drôle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'essaie de faire des petites blagues et tout. Enfin bref. Non, je suis peut-être pas drôle tout le temps, mais en tout cas, je me trouve un peu dynamique et tout ça. Et du coup, bah, dans mon style, il y a le côté où je me prends pas la tête pour les vêtements. Je prends toujours des vêtements un peu classiques, mais dans lesquels je me sens bien. Et puis, j'agrémente avec des petites touches de couleur, avec des colliers un peu bariolés. Enfin voilà, j'essaye d'être moi et en même temps d'avoir une tenue qui me permette de faire mon job, de faire ma présentation de manière efficace en fait. Faut que tout soit en cohérence. Si vous arrivez à la fac pour faire votre oral et que vous êtes en pyjama, encore une fois, ça ne marchera pas. Parce que quand vous allez vous présenter, en fait, on n'a pas deux chances de faire une première bonne impression. En fait, on n'en a qu'une. Et mine de rien, même si vous allez faire une présentation à l'oral, les gens vont bien évidemment vous juger par rapport à votre contenu, ou en tout cas vous évaluer par rapport à votre contenu, mais bien évidemment, on va aussi, et c'est naturel et humain, on va aussi prendre en compte votre aspect et votre non-verbal. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste énormément, c'est que peu importe votre contenu, si votre non-verbal n'est pas en accord, ça passera pas. Clairement, ça passera pas. Vous pouvez avoir toutes les bonnes réponses, donner exactement les mêmes bonnes réponses que quelqu'un qui est plus à l'aise et qui finalement, pour lesquels ça se voit, et ben vous aurez peut-être une note qui est moins élevée que cette personne-là juste parce qu'il a l'air plus à l'aise. Et vous pourriez vous dire, oui, mais c'est pas juste, machin, et oui, sauf qu'on est sur une présentation orale, et du coup, on s'attend à ce que vous soyez assez à l'aise avec les notions, que vous puissiez les apporter, alors en plus, selon la fac dans laquelle vous êtes, le fait de passer à l'oral est aussi finalement un des critères qu'on va vous demander par rapport à votre métier. Par exemple, voilà, en psycho, on pourrait se dire oui, mais du coup, psycho, passer à l'oral, on s'en fiche parce qu'on n'est que face à un patient. Mais en même temps, dans un oral de psycho, si on est incapable de gérer une question qui va nous déstabiliser, si on s'effondre parce qu'on voit que l'autre ne comprend pas ce qu'on lui dit, si on est totalement dépité parce qu'on n'arrive pas à gérer notre stress, ben, ça envoie quoi comme message? On est censé accueillir le stress des autres. Et on ne serait pas capable de gérer le nôtre. Ça donne l'image de quelqu'un de fragile. C'est pas ça qu'on veut montrer, en fait. C'est pas ça qu'on attend de nous dans cet oral. Vous voyez? Donc on pourrait se dire, oui, même en psycho, on s'en fiche. Ben non, on s'en fiche pas. Quelqu'un qui serait en école de commerce, bien évidemment, on s'attend peut-être on attend peut-être de lui qu'il soit à l'aise à l'oral, qu'il soit capable de parler, de pouvoir défendre un point de vue. Sciences Po, j'en parle même pas. On va demander énormément ça aussi. Et quel que soit votre métier, si on vous propose une présentation à l'oral, c'est parce qu'ils jugent que l'oral est important dans votre métier ou dans votre branche. Et puis il y a aussi des contraintes administratives, ça c'est autre chose. Mais concrètement, vous avez tout intérêt à travailler sur votre non-verbal. Et quand on parle du non-verbal, j'en ai déjà parlé, quand on parlait de la communication, je vous ai dit que finalement le non-verbal était beaucoup plus important que le verbal en soi. Et que finalement le non-verbal, c'est la manière dont vous allez apporter les notions, donc la manière dont vous construisez votre verbal, donc là c'est le paraverbal, et le non-verbal, ça va être justement la gestuelle. Vous voyez que moi je parle beaucoup avec les mains, chose que je ne faisais pas du tout avant, mais voilà, maintenant j'ai appris à appuyer mes propos, quand je parle de deux choses, je vous les montre pour imager, illustrer le propos. Je parle avec énormément de métaphores, ce qui permet de stimuler votre
cortex visuel, tout en étant dans une attention auditive. Donc, il y a un certain nombre de techniques, en fait, qui vont permettre ça. N'hésitez pas à utiliser des métaphores dans vos présentations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien et qui va permettre vraiment à votre auditoire de comprendre et de suivre votre audition, votre présentation, on va dire, par rapport à votre contexte. Et ça va leur permettre, en fait, de vivre quelque chose. Les métaphores, ça fait vibrer et ça fait vivre quelque chose. Ça demande de la créativité, ça enclenche des mécanismes dans le cerveau, ça vient questionner. Des fois, même si la métaphore n'est pas bien choisie, vous êtes sûr qu'à la fin, vous allez avoir une question sur ça et ça sera à vous de défendre votre métaphore. Et du coup, ça sera beaucoup plus intéressant parce que l'autre viendra vous chercher sur votre terrain, en fait, plutôt que de vous amener sur un autre terrain. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, j'étais sur le fait de préparer sa tenue la veille, parce que voilà, ça va vous permettre d'être en confiance le lendemain matin pour pouvoir vous dire ok, j'ai bien choisi ma tenue, j'ai même pas besoin d'y penser, je sais que je vais mettre ça. Peut-être que le matin même vous allez changer d'avis, mais au cas où vous n'ayez pas envie de changer d'avis, bah au moins vous l'avez préparé. Encore une fois, on va être sur des couleurs qui vous correspondent, on va être sur des matières qui vous vont bien et dans lesquelles vous êtes à l'aise et qui respirent bien. Évitez les chemises trop serrées qui font des auréoles, ça met mal à l'aise tout le monde et c'est très très important. Donc ce que vous allez préparer aussi la veille, c'est bien évidemment votre sac. Alors dans votre sac, petite liste de ce qu'il faut que vous preniez. Donc bien évidemment un stylo, votre chargeur de portable, si vous en avez deux, ben, vous pouvez en mettre dans votre sac comme ça, vous êtes sûr que vous en avez un, ça ne va pas vous mettre en stress pour rien. Même si vous n'en avez pas besoin pour la présentation, on est d'accord. Mais le fait, on a un tel rapport au portable que quand on l'oublie ou quand on oublie son chargeur, ça crée un stress qui est vraiment pas utile pour ce jour-là. Et puis, je vous invite vraiment à mettre tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène. C'est-à-dire du déodorant, un paquet de mouchoirs, je sais pas, des pastilles à la menthe. Tout ce qui peut finalement jouer sur votre niveau de confiance en vous. Il n'y a rien de pire que de se taper un petit coup de stress ou un petit coup de speed juste avant une présentation et de se pointer dans une présentation en sentant la transpiration, en ayant une mauvaise haleine, en n'ayant finalement pas confiance en soi par rapport à tout ça. Donc vraiment, préparez votre sac la veille, c'est très très important et pensez à prendre ces petits nécessaires, ces petits trucs qui sont vraiment, qui paraîtraient vraiment anodins, mais qui le jour J peuvent faire toute la différence pour vous. Prenez aussi une bouteille d'eau, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Oui, bah, le nécessaire pour pouvoir écrire et tout ça, bien évidemment. Voilà, par rapport à votre sac, je vois surtout ça, mais c'est hyper, hyper important. Prenez ce qui va vous permettre de vous sentir à l'aise. Alors, la question m'est souvent posée, est-ce que je prends un gris-gris ou pas? Voilà, on est quand même au 21e siècle, mais il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un certain nombre de gris-gris. Alors moi, je les appelle des doudous, parce que ça a la même fonction qu'un doudou. Je vous déconseille, personnellement, d'avoir ce genre d'artefact, ce genre de choses qui, a priori, pourraient vous donner confiance en vous si vous l'avez, ou même les rituels. Vous savez, les rituels de je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, et puis après ça va bien aller. On est de l'ordre de la pensée magique, et pourquoi pas, à la rigueur, mais vous êtes tellement en panique quand vous ne pouvez pas faire vos rituels parce que ça s'y prête pas, ou quand vous oubliez votre gris-gris chez vous et tout ça, enlevez-vous ça de la tête. Votre meilleur gris-gris, c'est vous. Vous êtes l'élément indispensable et l'élément de réussite de cette présentation. Donc prenez-vous. Et si vous vous prenez vous avez l'essentiel. Vous voyez, après on parle de déodorant, de stylo, de machin, c'est pour une histoire d'efficacité et de mettre tout le monde à l'aise aussi, mais on n'est pas là-dessus, d'accord? Vous êtes votre meilleur atout pour l'oral, ni plus ni moins. Donc oubliez les gris-gris, les trucs comme ça. Bon, si vous avez déjà mis ça en place et que vous avez un oral samedi, pensez à bien le mettre dans votre sac, mais sinon évitez ce genre de choses, ça vous complique, et puis si en plus les évaluateurs le voient, ça montre que vous n'avez pas confiance en vous en fait. Si vous faites confiance à des choses extérieures à vous, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Ok, maintenant on va avancer un petit peu sur, bon du coup le jour J, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit là? Je vois qu'il n'y a pas de questions. J'espère que j'ai pas un décalage dans les commentaires.
Donc, le jour J, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, on se lève le matin, et quand on regarde autour de soi, tout est bien préparé, on est bien, on a bien dormi, nickel, on s'était couché tôt la veille, parce que de toute façon, on n'était pas en mode bachotage, à bachoter jusqu'à 4 heures du mat, donc on s'est couché tôt, on a bien dormi, on se réveille, tout est en place pour prendre un bon petit déj, on se rappelle qu'on avait voulu se faire plaisir le lendemain matin, et du coup on se dit « Ah, je suis sympa avec moi quand même », donc bonne énergie, bon côté positif, bien évidemment, rappelez-vous à ce moment-là que bah, vous êtes à votre place, que vous pouvez vraiment vous féliciter d'en être arrivé jusque-là, et que c'est déjà grandement une source de satisfaction, et que c'est vraiment chouette. Et puis, partez avec l'idée que vous allez faire votre maximum, ni plus ni moins. Vous allez donner le meilleur de vous, avec les possibilités que vous avez au moment où vous allez le faire. Ni plus ni moins. Vous ne mettez pas dans la tête de réussir absolument, vous ne mettez pas dans la tête de devenir le premier de la promo, de machin, de trucs, non. Faites votre maximum. Si vous faites votre maximum et que vous êtes le meilleur de la promo, vous serez meilleur de la promo. Si vous faites votre maximum et que ça suffit pour pouvoir passer, pour avoir une super note, vous aurez une super note. Ça ne vous appartient pas. Par contre, faire votre maximum, ça vous appartient. Donc dans tous les cas, quel que soit votre niveau, partez toujours avec l'idée de faire votre maximum et de vivre une expérience, une vraie expérience. Et là, on va aller un petit peu plus loin dans quelle expérience, et je crois que c'était Émilie qui en parlait tout à l'heure. Alors, je vais vérifier, je pense que c'était Émilie, mais je me suis peut-être trompée. C'était peut-être Elsa. Ah non, c'était Émilie qui nous disait que ça peut être comme une conversation. Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire, plutôt que de voir le jury comme un tribunal ou une troupe de lions, peu importe, partez sur le principe que vous allez aller à la rencontre d'examinateurs, d'évaluateurs, de profs, d'êtres humains qui sont passés par cette étape-là probablement avant vous, qui ont probablement vécu un peu comme vous le vivez ou comme vous aviez prévu de le vivre avant de voir ce live et avant de remettre tout ça en question. Et juste de vous dire, ok, ça va être une expérience, une vraie rencontre. Je vais aller à la rencontre de ces personnes et je vais leur parler de ce que j'ai appris, de ce en quoi je crois, de ce qui est important pour moi dans les enseignements que j'ai eus. Je vais leur parler de mon point de vue sur certaines choses, je vais mettre en parallèle certaines notions que j'ai apprises. Vraiment, partez avec cette idée-là de, ok, ça va être une expérience du l'ordre d'une rencontre, en fait. Et dans les rencontres, bien évidemment, le principe, c'est de mettre les gens à l'aise. Voilà, si vous arrivez direct, j'en ai parlé, mais si vous arrivez direct avec des auréoles, avec une mauvaise haleine, avec que vous arrivez en speed et que vous vous étalez comme ça sur la table, en étant impoli, sans dire bonjour, vous n'allez pas du tout mettre à l'aise les gens en face. Mais dans toute rencontre, eh ben, qu'est-ce que vous aimez, vous? Vous aimez quand les gens vous rencontrent, que les gens soient polis, qui vous parlent gentiment, qui vous parlent de manière un peu passionnée parce que voilà, ça fait vibrer et que c'est intéressant. Et en fait, vos examinateurs, là, ils veulent pas plus. Ils veulent juste ça. Ils veulent aussi vivre une rencontre, savoir ce que vous avez appris, savoir où est-ce que vous en êtes de votre enseignement et pouvoir vous évaluer en fait par rapport à ça. Évaluer pas vous évaluer vous, mais évaluer l'état de votre savoir tel que vous pouvez le présenter aujourd'hui. Donc le jour J, vraiment partez avec cette idée-là, que ça va être une expérience, que vous allez faire le maximum et que dans tous les cas, vous allez en apprendre quelque chose et que le but, c'est que vous en appreniez le maximum. Donc quand je dis qu'il faut en apprendre le maximum, ça veut dire aussi, pourquoi pas, à la fin de votre présentation, posez vous-même des questions aux examinateurs qui sont là. Ça peut être tout à fait une possibilité de pouvoir se dire, ok, j'ai une question qui me taraude, est-ce que je peux vous la poser? Et de pouvoir poser cette question. Et si la relation est là, les gens ils vous diront oui, en fait. Moi je sais que pour un des examens que j'ai passé, c'était pas le Master 1, parce que le Master 1 ça s'est dépassé un peu bizarrement, mais sur un des examens que j'ai passé, franchement je me suis tâtée en fait de poser la question à mon prof. J'ai fini par lui poser et c'était hyper intéressant parce que du coup on a rebondi sur ma présentation, sur ce qu'il avait fait lui. C'était une vraie discussion, une vraie conversation. Tu as employé le mot de conversation tout à l'heure, Émilie. Une conversation, c'est pas que dans un sens. Vous n'êtes pas en train de vendre votre produit.
en fait. Vous êtes en train de montrer ce que vous savez à des gens et d'essayer de les intéresser suffisamment pour qu'au final, ça les ait intéressés et qu'ils puissent valider que tu as bien compris ce qu'ils t'ont appris, en fait, ou ce que tu es censé avoir appris. Donc vraiment, le jour J, ayez vraiment la bonne mentalité. Deuxième conseil que je vous donne, bien évidemment, ne buvez pas trop de café. En tant qu'étudiant à la fac, on a tendance à se gaver de caféine et de stimulants en tout genre pour pouvoir tenir le coup. Concrètement, le jour J, si vous arrivez, que vous êtes hyper stressé comme ça, que vous tremblez dans tous les sens, et ça, vraiment, alors c'est peut-être parce que je suis psychologue, mais les gens qui sont dopés à la caféine, ça se voit, en fait. Alors, la plupart des gens ne le voient pas, ou en tout cas ne sont pas conscients qu'ils le voient, mais ils ressentent, en fait, ça crée un niveau de stress qui est plus élevé que si vous n'aviez pas ça, en fait. Donc, concrètement, moins de caféine, ça vous fera du bien, pour le coup. Donc n'hésitez pas à remplacer par du thé, bien boire encore une fois. Alors le but c'est pas de trop boire, sinon vous allez, selon l'état de votre vessie et avec si peu que vous ayez un petit peu de stress, bah, vous allez contracter un petit peu, donc vous allez avoir tendance à avoir envie d'aller aux toilettes tout le temps. Donc buvez pas trop, des petites gorgées ça suffit. Mais en tout cas, vu que vous aurez bien bu la veille, normalement vous serez assez hydraté, vous risquerez pas de vous déshydrater, donc on aura paré le truc. Donc pas de café si vous pouvez. Quand vous allez présenter, en tout cas quand vous allez préparer votre oral, très souvent on a, alors ça dépend de quel type d'oral vous faites, si c'est un oral de mémoire ou si c'est un oral d'examen, c'est-à-dire qu'un sujet. Si vous avez un sujet par exemple, je vous invite vraiment à prendre le sujet et à aller vous installer là où vous allez le préparer, parce que très souvent il y a un temps de préparation, et avant toute chose, relisez s'il vous plaît le sujet au moins 3 fois. Vous le lisez, vous respirez, vous le relisez, vous respirez, et vous le relisez. De manière à être vraiment sûr d'avoir correctement lu. Parce que c'est assez fréquent qu'avec le stress, avec le contexte un peu particulier, eh bien on a tendance à lire un peu trop rapidement. Et du coup, des fois, on a des étudiants qui sont totalement hors sujet juste parce qu'en fait, ils ont lu trop rapidement. C'est vraiment trop dommage. Donc, prenez le temps de lire et de ne pas répondre tout de suite. Vous voyez? Et une fois que vous avez lu, ok, après vous préparez votre brouillon. Pensez à bien préparer votre brouillon parce que, encore une fois, il y a des présentations où on a le droit d'avoir le brouillon lors de la présentation. Et dans ce cas-là, ben, si vous avez bien mis vos idées bien organisées, bien claires, ben, du coup, vous retrouverez plus facilement vos petits dans votre trame, en fait. Moi, ce que je fais aussi, alors, ce que je fais aussi, c'est que sur mes brouillons, quand je le fais, même quand je le fais en mind map, il y a des endroits où je me mets des petits smileys. Alors là, je l'ai mis juste pour penser à vous en parler. Pour vos présentations à vous, j'ai pas besoin de me rappeler de sourire parce que j'adore ce que je fais et que j'ai pas forcément de stress. Donc du coup, j'ai pas besoin de me le dire. Mais en tout cas, pour les présentations, n'hésitez pas à vous mettre une gommette quelque part qui vous rappelle de sourire et d'être joyeuse ou joyeux et de pouvoir prendre du plaisir dans l'expérience. En tout cas, vraiment, prenez ce truc-là de se dire, ok, vous pouvez vous laisser des messages à vous-même, en fait, dans le brouillon. Si par exemple, toi, Émilie, tu vas trop rapidement sur les choses, mets-toi un petit symbole ou quoi que ce soit, que toi seul comprendras, sur ton brouillon pour te rappeler de développer telle ou telle partie. Mets-toi un petit peu des symboles de respiration, des symboles de pause, des symboles de ce que tu veux. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser vraiment la technique du brouillon, vraiment de manière très importante, c'est-à-dire de manière où ça puisse vous aider aussi, vous, à avoir non pas que le bon contenu, mais aussi la bonne attitude. À vous rappeler de sourire, à vous rappeler de regarder les gens qui sont en face de vous dans les yeux, à vous rappeler, enfin voilà, des petits rappels comme ça qui vont vous permettre vraiment de rendre l'expérience agréable pour vous et agréable aussi pour l'autre. Et je vous garantis que si votre jury passe un bon moment avec vous, eh bien vous avez quand même de plus grandes chances d'avoir une meilleure note. Et en tout cas, dans tous les cas, vous aurez passé un meilleur moment. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette notion de passer un bon moment. Le capital sympathie joue énormément dans les oraux. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on connaisse les profs ou qu'on les connaisse pas, si vous avez l'air sympathique,
Si vous avez l'air à l'aise avec votre sujet, c'est quasiment gagné, en fait. Vous pouvez être moins technique, moins pointilleux, moins... Au moins, on verra que vous êtes dans votre sujet, que vous maîtrisez, que vous êtes vraiment bien là par rapport au sujet. C'est vraiment la grosse différence que je verrai avec un examen écrit, en fait. C'est le côté non-verbal qui va vraiment beaucoup jouer. Donc, pas de café, pensez à sourire en préparant votre brouillon. Pareil, vous allez sourire, rien qu'à l'idée, d'ailleurs moi je le fais justement quand je prépare les lives, au moment où je suis en train de faire mon truc, je pense encore une fois à waouh, mais je vais avoir trop de plaisir de leur parler de ça, et le fait d'avoir dessiné mon petit smiley, je me suis dit ah ça va être chouette, je vais leur transmettre que c'est important de sourire, de se mettre des petits rappels, et j'étais déjà en train d'imaginer que vous pouviez l'utiliser en fait en examen, en oral, et que vous pouviez vous souvenir que hop, sur le truc de la psy, il y avait un sourire, et hop, vous allez penser à sourire, et ça, ben ça met de la joie dans ma préparation, plutôt que de me dire oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je leur mette, ben ouais, il faut que je leur parle de ça, et puis de ça, et puis de ça, et d'être totalement stressé. Non. Au plus vous allez prendre du plaisir dans toute l'expérience, pas que dans la présentation, mais aussi dans la rédaction, dans la préparation avant. Au plus vous allez prendre du plaisir dans toute l'expérience, au plus ça va bien se passer. D'accord? On est vraiment là-dessus. Ok, donc pendant la passation, bien évidemment, c'est là où vous allez clairement rencontrer les personnes. Donc, comme je l'ai dit, on prend le temps de regarder les gens dans les yeux, vraiment, de leur parler vraiment, de ne pas hésiter aussi à les interpeller, en disant, ben, vous aurez peut-être des questions sur ça tout à l'heure, mais voilà ce que moi je pense aujourd'hui, voilà ce sur quoi moi j'ai travaillé. Vous voyez, de pouvoir les interpeller directement, en fait, en tant que personne. En tant que personne, ça peut être intéressant. Si vous faites ça devant un amphi de 500 personnes, bien évidemment, vous n'allez pas regarder chaque personne dans les yeux. Vous allez essayer de fixer des personnes. Ne fixez pas dans le vide. Fixez des personnes dont vous allez accrocher le regard un peu partout. Vous voyez, sans pour autant faire la girouette, mais de pouvoir comme ça balayer un petit peu de temps en temps et pouvoir vraiment les regarder dans les yeux et leur parler vraiment à eux. C'est-à-dire que moi, là, quand je vous parle, voilà, je pense à Émilie parce qu'elle nous a parlé de son problème. Donc il y a des moments où je passe des messages directement à Émilie. Il y a des moments où je passe des messages directement à Elsa qui était là tout à l'heure. Voilà, après, je ne sais pas qui d'autre est là, mais voilà, je pense aux personnes à qui je transmets les messages. En fait, je pense aux étudiants en général. Donc j'ai un archétype de l'étudiant auquel je pense et à qui je transmets le message, en espérant que ce message corresponde à un maximum de personnes. Mais vraiment, j'essaye d'avoir cette notion-là, de parler à des gens, pas de faire juste ma présentation, mais de vous parler à vous. Parce que c'est à vous que je veux faire transmettre, que je veux transmettre ces notions-là. Vous en ferez ce que vous voulez, encore une fois. Mais c'est important pour moi de vous les transmettre à vous. Donc, ayez vraiment cette notion de rencontrer l'autre. En le regardant, en lui parlant, en l'interpellant. Quand il va poser une question, en l'écoutant. Vraiment. Pas en mode défensif, en mode ah, qu'est-ce que je vais répondre, mais plutôt en mode ah, c'est ça qui l'intéresse. Ok. Il veut savoir ça. Ok. Donc ça veut dire que ça l'intéressait, ou que en tout cas, il m'interroge là-dessus, ça parle de lui, en fait. Donc prenez vraiment le temps d'écouter les questions, de redemander, de reposer la question si ça n'a pas été clair pour vous. N'essayez pas de répondre si vous n'avez pas compris la question. N'hésitez pas à dire ça n'a pas été tout à fait clair pour moi, est-ce que vous pouvez reformuler s'il vous plaît? Et la personne va reformuler et concrètement, vous allez pouvoir de nouveau répondre à la question avec plus d'éléments ou le fait que ça soit dit différemment. Pareil, quand les gens vous posent des questions, ne répondez pas tout de suite. Prenez le temps d'une respiration, deux respirations, avant de répondre. Le fait de respirer entre la question et la réponse, ça va vous permettre d'avoir le temps de déjà souffler, de pouvoir évacuer le petit stress de la surprise liée à la question, parce que probablement que ça sera des questions auxquelles vous n'avez pas forcément de réponse toute prête, et puis ça va laisser du temps justement à votre cerveau de pouvoir aller chercher les réponses. Et il le fera d'autant mieux si justement vous écoutez la question avec curiosité, avec intérêt. Le but vraiment c'est d'aller comme vous feriez en soirée quand vous rencontrez des gens. Il y a des gens qui vous posent des questions, et puis il y a aussi cet intérêt que vous avez pour l'autre. Donc intéressez-vous
non pas aux personnes, parce que vous n'aurez pas accès directement aux personnes, c'est ce qu'ils représentent, mais en tout cas, intéressez-vous à ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, on le voit au travers des questions. Donc, prenez vraiment chaque question comme une opportunité de pouvoir aller plus loin, de pouvoir redire les choses ou de pouvoir les dire mieux, différemment, de manière peut-être plus imagée que ce que vous avez fait pendant votre présentation. Voilà, c'est le temps des questions-réponses, c'est vraiment un échange. C'est pas juste une question et c'est le quiz. Est-ce que j'ai la réponse? Tchac! Non, on n'est pas dans question pour un champion, hein. Il n'y a pas des points à gagner avec de l'argent à la clé. Non, c'est absolument pas ça qui se passe. Vous êtes vraiment sur une rencontre, un échange entre des professionnels et une future professionnelle. On est vraiment là-dessus. Il faut vraiment qu'il y ait une notion de symétrie en fait, de symétrie dans le rapport. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc, le jour J, bien évidemment, soignez votre bouillon, ça je l'ai dit, respirez, très important. Hein. Quand on est de toute façon sur la gestion du stress, vous l'aurez compris, la base c'est votre corps et la respiration. N'hésitez pas à respirer, à faire des pauses. Pouvoir prendre une bonne respiration et puis souffler. Et après, vous allez pouvoir présenter de manière plus posée. Donc pensez à regarder, pensez à votre voix aussi, pensez à ce que je vous ai dit sur le fait que très souvent, on a tendance à ne pas pousser la voix parce qu'on a peur de parler trop fort. Dans une présentation avec un jury, je ne vais pas dire que vous ne parlerez jamais trop fort, mais en tout cas, si vous parlez trop fort, ça va se voir en face, si vous êtes attentif aux gens, parce qu'en fait, ils vont plisser les yeux, enfin, il y a des réactions physiologiques quand le son est trop fort. Mais en tout cas, n'hésitez pas à envoyer un petit peu plus, à parler un petit peu plus loin que ce que vous percevez les gens. Un peu comme si vraiment vous essayez de faire en sorte qu'ils comprennent. S'ils doivent tendre l'oreille, ça, c'est pas agréable pour eux. Vous n'êtes pas en train de leur faciliter le fait d'avoir accès à votre potentiel. Vous êtes en train de leur rendre les choses difficiles. Pareil, si vous parlez trop vite, vous leur rendez les choses difficiles. Si vous n'articulez pas, vous leur rendez la compréhension de votre propos difficile. Et le but, c'est vraiment que vous arriviez à leur faciliter les choses pour qu'ils puissent comprendre votre point de vue et votre propos. Donc, encore une fois, on pourrait partir sur des exercices de diction, sur des exercices juste avant la présentation, de pouvoir justement ouvrir la bouche comme ça. Pouvoir un peu, vous voyez, un peu pour déverrouiller un peu les muscles des mâchoires. J'imagine même pas la tête que j'ai quand j'ai fait ça. Ça devait être magique. Mais en tout cas, ça va vous permettre de déverrouiller les mâchoires et de pouvoir moins crisper, du coup de mieux articuler. D'ailleurs, je sens que j'articule beaucoup mieux depuis que je l'ai fait. J'aurais dû le faire un peu plus tôt. Donc vraiment, il y a cette notion de voix, de respiration, encore une fois, et puis d'authenticité, c'est-à-dire que si vous ne comprenez pas la question, dites-le. Si vous êtes stressé, pourquoi pas le dire? Pourquoi pas dire ouais, je suis un peu stressée par la présentation, voilà, je vais essayer de faire mon maximum pour vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Voilà, même si c'est pas évident, facile le démarrage. Voilà, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Le jury est aussi, c'est une rencontre humaine, ce sont des êtres humains. Il y a très peu de cadres où on peut absolument pas dire ce qu'on ressent dans une présentation. Il y a vraiment cette notion-là. Donc donnez-leur des clés de compréhension de ce qui se passe pour vous. Vous êtes stressé, non pas parce que vous ne connaissez pas votre sujet, mais parce que les situations d'examen, vous n'aimez pas ça d'habitude, peut-être. Ou parce que vous avez l'air un peu fatigué, parce que effectivement vous avez mal dormi, parce que vous aviez votre bébé qui a pleuré toute la nuit, j'en sais rien, vous voyez. Mais en tout cas, ça va être intéressant de pouvoir leur donner un petit peu des clés de compréhension si vous voyez qu'ils partent sur une interprétation qui n'est pas la bonne. Donc ça, c'est faire preuve d'authenticité. Et puis, voilà, je regarde si j'ai d'autres choses. Donc dans l'attitude, partez du principe que vous avez déjà gagné. C'est-à-dire que rien que le fait d'être là et de pouvoir présenter votre propos et de pouvoir présenter votre présentation, c'est déjà quelque chose dont vous pouvez vous féliciter, quel que soit le résultat, quelle que soit la finalité de tout ça. À la fin, vous pourrez juste vous dire, ok, j'ai gagné parce que j'ai réussi à passer cet oral. Mine de rien, même si ça s'est très mal passé, vous l'avez fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se féliciter pour justement éviter que ça vienne enquister encore plus le fait que ce soit difficile pour les autres fois. Et si vous échouez, c'est pas gênant, vous apprenez des choses. Vous aurez appris des choses, vous allez vous améliorer pour la prochaine fois, et c'est pas grave, mais probablement que si vous faites déjà tout ça,
a priori, ça devrait mieux se passer ou même très très bien se passer, et c'est ce que je vous souhaite. Le but, c'est vraiment que vous vous amusiez et que vous preniez du plaisir. Même si tout le monde vous dit que vous devriez être stressé et tout ça, vous-même, vous savez maintenant que vous pouvez prendre du plaisir dans cette expérience-là, que vous pouvez en profiter aussi pour rencontrer des profs que vous n'auriez pas rencontrés sinon, pas de cette manière-là, que vous pouvez en profiter pour vraiment kiffer le fait d'être arrivé jusque-là. C'est vraiment chouette que vous soyez dans des modalités d'examen, c'est vraiment des problématiques que certains n'auront jamais, en fait. Donc on ne se rend pas compte à quel point finalement on a de la chance de vivre ce genre d'expérience. Voilà, donc dites-vous juste que voilà, c'est une bonne chose. Et une fois que c'est fini, là je vais parler de l'après, je vais en parler rapidement parce que j'ai déjà dépassé le temps, mais vous avez peut-être des choses à faire, mais en tout cas je vais parler de ce que vous allez faire après. Une fois que votre présentation est finie, voilà, vous avez fini, vous avez remercié le jury pour leur bienveillance et pour la super note qu'ils vont vous mettre, quand même. Donc vous les avez remerciés, non pas, ça c'est une blague, hein, vous ne le faites pas comme ça bien évidemment. Quoi que ça se tente, mais évitez si vous n'êtes pas prêt à l'assumer. Et du coup, après, ça va être très important, il va falloir stopper la cuisson. Moi j'appelle ça vraiment le stoppage de cuisson, un peu comme les pâtes, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas dans le jus à continuer de bouillir quand elles sont cuites. C'est-à-dire, là vous avez bien travaillé, vous avez fait votre présentation, votre niveau de stress a peut-être un peu augmenté, ce qui a fait augmenter votre température, ce qui a fait augmenter énormément de choses et de mécanismes physiologiques. Et donc là, il va falloir rebaisser la pression. Une fois que c'est fini, vous n'avez plus rien à faire. Ce n'est plus dans vos mains. Vous avez pondu votre truc et maintenant, vous l'avez remis dans les mains des évaluateurs et vous n'avez plus rien à faire sur ça. Donc, il n'est plus du tout nécessaire de s'en occuper. D'accord? Il va falloir vraiment vous libérer l'esprit de ça et les laisser bosser. Maintenant, c'est leur partie de vous mettre une note. Et vous n'avez plus rien à faire. Alors, je parle bien sûr de quand elle est vraiment finie. Parce que je sais qu'il y a des oraux où on revient, ils délibèrent, et puis après, on revient, ils peuvent poser des questions, et voilà. Ça, c'est autre chose. Mais quand c'est vraiment fini, il va falloir stopper la cuisson pour éviter que votre cerveau continue à mouliner, à refaire le film, à dire qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, Non, vous ferez votre débrief, mais pas maintenant. Vous ferez votre débrief à froid. Pas maintenant. Maintenant, il faut stopper la cuisson. C'est-à-dire que je vous encourage vraiment à prévoir quelque chose qui n'a rien à voir avec les études juste après l'examen. Prévoyez d'aller faire vos courses, d'aller faire du sport, d'aller voir un truc au cinoche, d'aller... peu importe. Mais le principe, ça va être de ne pas rejouer le film maintenant. C'est absolument pas efficace. Et voilà, ça va continuer à faire bouillir les pâtes. Vous voyez, on est encore là-dedans. Donc, le but, ça va être de 1. Stopper la cuisson, donc passer à une autre action. 2, ça va être de refroidir. Comme je vous l'ai dit, le stress et cet événement-là a fait forcément augmenter votre température corporelle. Ça fait partie des principes physiologiques, c'est ce qui se passe la plupart du temps. On commence à être rouge, on a chaud, on transpire, voilà. Okay. Donc là, le principe, ça va être de 1, prendre soin de vous pour ne pas attraper froid direct derrière parce que vous êtes en température élevée, mais surtout, vous allez progressivement faire refroidir votre température. Allez prendre l'air, allez marcher, allez boire de l'eau, voilà, tout ce qui peut vous permettre de baisser un peu en température. Le but, c'est de préserver votre cerveau et de progressivement l'aider à retourner à un état qui n'est plus un état de stress. Sinon, vous allez avoir le contre-coup juste après, le contre-coup d'un gros coup de stress, c'est-à-dire être totalement vidé. D'accord? Donc le but, c'est vraiment de se dire, ok, c'est normal que je sois bien lessivée parce que j'ai beaucoup travaillé et c'est une expérience qui mobilise beaucoup. Mais si vous avez déjà prévu après un sas de décompression pour pouvoir vraiment être bien après, ça sera moins violent. Donc c'est important de prendre en considération vraiment cet après pour pas être juste en mode... Enfin moi j'ai vu des étudiants, et je l'ai vécu d'ailleurs aussi, quand j'étais étudiante, où suite à un examen ou un gros oral, pendant 2 jours, 3 jours, en mode... il pouvait plus rien se passer quoi. C'était plus d'énergie, plus rien, vidé, plus rien. Donc le but c'est vraiment que vous arriviez à stopper la cuisson, faire refroidir gentiment le corps qui en a besoin, sans pour autant être dans le truc hyper violent de se mettre la tête dans le frigo, hein, on n'est pas là-dedans. Faites refroidir tranquillement votre corps
réoxygénez-le parce que probablement pendant cette expérience, si peu que vous ayez été un petit peu stressé, vous avez quand même moins bien respiré, même si vous avez appliqué mes principes de respiration. Et puis, à un moment donné, pas tout de suite, mais à un moment donné, ça sera intéressant de se projeter dans d'autres projets. Parce que mine de rien, même si c'est un oral, même si c'est la fin de vos études et que c'est la fin de votre dernier master et tout ça, c'était la dernière étape, ben c'est important de pouvoir se reprojeter. Pas tout de suite, hein, prenez le temps, mais ça sera intéressant de valider que vous l'avez fini et commencer à vous projeter sur d'autres challenges, d'autres expériences agréables ou challengeantes, comme vous voulez, mais c'est important d'avoir cette notion-là et surtout, je finirai sur ça, après je vous laisse vaquer à vos occupations, prenez vraiment en considération qu'une fois que vous avez fait votre oral, une fois qu'il est fini, ça ne vous appartient plus. Vraiment. Dire que ça sert à rien d'y repenser. Laissez les profs faire leur job. Leur job de donner une note. Une fois qu'ils auront donné leur note, là vous pourrez de nouveau bosser pour aller discuter la note, pour aller ceci, cela s'il y a besoin. Mais tant que vous n'avez pas la note, ça ne vous appartient plus. Il y a 0% de votre temps psychique qui doit aller sur votre examen et votre oral à ce moment-là. À part quand vous allez vous faire un petit débrief, mais sinon, pensez à autre chose. Vous avez d'autres choses à faire, votre vie ne se résume absolument pas à cet examen. Allez faire votre ménage, votre vie, allez voir des amis, profitez de votre life, préparez vos autres examens si vous avez d'autres examens, mais cet examen-là, vous avez fait le job, ne vous en occupez plus jusqu'à la note. Très 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 important. Bon, alors j'ai vu Émilie qui a marqué « Si, on rigole bien, surtout avec les métaphores ». Oui, bah oui, tu vois l'intérêt des métaphores. Ça fait rire. Et si tu rigoles, ça veut dire que ton cerveau l'enregistre plus facilement et du coup, tu t'en souviendras plus facilement, Émilie. C'est exactement l'effet que je veux que tu fasses sur ton jury samedi. Je te souhaite vraiment de faire cet effet-là sur ton jury et que ton jury se dise « Waouh, j'ai appris un truc !» Parce que réexpliquer la même chose que eux-mêmes t'ont enseigné, mais sous forme de métaphore, ça va leur faire apprendre un truc. Et ils vont vraiment comprendre que tu as compris, en fait, et que tu te l'es approprié. C'est ça la force de la métaphore. Ok, alors je vous laisse sur ça. On se retrouve la semaine prochaine. Je donnerai les thèmes au service civique mercredi. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Émilie, vraiment, on croise les doigts pour ton examen, mais on est convaincu que tu vas y arriver. Donc voilà, mais félicite-toi déjà d'en être arrivé jusque-là. C'est vraiment chouette. Travaille bien et à la semaine prochaine. Tu nous diras comment ça s'est passé. Ciao, ciao!